Bon dimanche à toutes et à tous, mesdames, messieurs, merci de nous avoir choisis encore une fois de plus pour cet échange dominical. C'est un dimanche exceptionnel pour les Camerounais qui vont accueillir à nouveau le chef de l'État de retour d'un voyage du côté de l'Hexagone avec nos invités dans ce studio. Nous parlerons du départ du chef de l'État et du séjour qui aura été le sien dans cette partie du monde. Ce sera la première amorce de cette tranche d'antenne. Et puis, toujours ce dimanche, nous évoquerons la question du passe-droit et du respect des lois au Cameroun à la lumière de l'événement malheureux survenu ces derniers jours au Cameroun, précisément dans la ville de Bafoussam, entre l'honorable Noran Fotsing et la police nationale. Est-ce que les charges sont-elles respectées? Qui a fauté entre autres? Est-ce qu'on peut, dans cette perspective, établir une certaine responsabilité sur le plan social? On évoquera cette question à l'international. Nous parlerons du Mali ce jour avec naturellement la tentative d'assassinat du président de la transition, Assimi Goïta, une transition qui a, disons, un assassinat qui a échoué. C'était justement un jeune qui s'est amusé avec une arme blanche à vouloir atteindre à la vie du chef de l'État. Donc cet attentat n'a donc pas eu lieu. Ce seront les trois articulations ce dimanche qui meubleront cette émission. Mais pour l'instant, avec nos invités qui nous ont rejoints, je vous retrouve dans un petit moment. Le temps pour nous de revenir. Bonjour, merci d'être sur les antennes de CAM10 TV, la télévision républicaine, la chaîne des 10 régions du Cameroun. Il y a quelques jours, le chef de l'État du Cameroun, son Excellence Paul Biya, quittait le Cameroun justement pour un bref séjour du côté de l'Hexagone. Alors, dans le reportage qui va suivre, nous allons faire un round-up de cette actualité au départ de l'aéroport international de Yaoundé-Simalin et ensuite les événements qui sont survenus du côté de Genève en Suisse. Ce round-up nous est rendu ici par Trésor Mbouné. C'est un voyage comme on n'en effectue pas tous les jours que le président Paul Biya a entamé dimanche 11 juillet 2021. Un court séjour privé qui nécessitait que le chef de l'État soit particulièrement en forme, tant l'enjeu paraissait de taille. Car une fois en Europe arrivés, quelques extrémistes regroupés au sein d'une brigade n'ont pas laissé passer une journée avant d'annoncer vouloir troubler la tranquillité du père de la nation. Samedi 17 juillet 2021, les voici donc à Genève pour un dernier duel devant un hôtel, comme l'avait prédit quelques jours plus tôt le Popoli. Problème, au lieu d'une foule nombreuse, c'est un groupuscule d'une dizaine d'âmes qui s'agitent devant les forces de sécurité genevoises. Pas besoin d'être un génie pour le deviner, la révolte a été sévèrement, mais tactiquement matée. Que s'est-il passé? Ils se sont certainement demandé. Ils croyaient en effet avoir carte blanche pour faire le bazar en Suisse comme ils ont l'habitude, ou plutôt comme on leur a donné la latitude ailleurs en Europe. C'était sans compter sur le doigté, la sagacité et la dextérité d'un pilier de la délégation présidentielle, Samuel Vandoyolo. Le ministre directeur du cabinet civil de la présidence de la République, M. Propre, comme on l'a baptisé récemment à Yaoundé, n'a pas eu besoin d'user de toutes ses cartes pour faire interdire les marches annoncées. Résultat des causes, route barrée, rue quadrillée, armes dégainées, interdit de marcher, déculottés. La tourmente sera encore plus grande lorsqu'ils apprendront que pendant qu'ils s'échauffaient à Genève sur une place, Mme Chantal Biya, la première dame, dévoilait toute sa classe sur le tapis rouge du Festival de Cannes à Paris en France. Certainement pas très loin du regard très attentionné de son époux. Échec et mat.
Pour lui, les échauffourées de Genève sont sans doute un non-événement. Le président Paul Biya ne s'est jamais vraiment préoccupé de l'agitation de quelques groupuscules mal inspirés qui choisissent de s'exprimer en dehors des canaux républicains qu'il a lui-même fixés. Par contre, pour le commun des Camerounais de saine moralité, l'échec des brigands de Genève est une victoire qu'il faut célébrer. Une victoire de la républicanité sur l'anticonstitutionnalité, une victoire de la diplomatie sur la barbarie, une victoire du droit sur le brouhaha, simplement une victoire de la raison sur l'émotion. Trésor Bounet pour ce compte rendu de l'actualité déroulée à l'international relativement au séjour du chef de l'État du Cameroun. On a vu des jeunes appartenant à cette diaspora-là se rendre compte par eux-mêmes qu'il y a des choses encore à prendre avant de prendre d'autres décisions dans la vie. Retour dans ce studio, justement. Tous nos 4 panélistes ont répondu bel et bien présents ce dimanche. Nous ouvrons avec le patriarche François Bikoro. C'est un activateur politique sur la place nationale et même internationale, conseiller régional dans la région du Sud Cameroun, précisément à Lolodorf. Ça, c'est dans le département de l'Océan. Bonjour et bienvenue. Bonjour Serge Bondier, bonjour à vos nombreux téléspectateurs qui, j'imagine, avec les nouvelles technologies, se comptent en millions. Par milliers d'ailleurs, ils le sont, et d'autant plus que beaucoup ont pris rendez-vous ce matin parce qu'ils savaient que vous alliez être là pour échanger avec nous autour des questions d'actualité. Vous avez regardé avec nous ce reportage qui retrace et le départ du chef de l'État et tout ce qui s'est déroulé comme incident du côté de Genève en Suisse. Quel est le regard que vous portez après ces événements-là? Quand vous venez de passer 1 mois et demi dans un pays qui s'appelle le Burundi, accompagnant le chef de l'État dans ses champs, ses plantations, retrouvant les populations qui vaquent à leurs occupations, après avoir passé 6 années sans aide occidentale, on peut se poser de véritables questions lorsqu'on rentre au bercail et que l'on apprend que les acteurs politiques nés aux encablures de 2018 pensent encore qu'il faille faire le retour en arrière, celui d'aller chercher pitance politique du côté de ceux qui, pendant 1600 ans, ont rapté, pillé, volé et mis en péril l'ensemble des espérances et des espoirs d'une Afrique qui, malheureusement, pour eux, reste debout. C'est gênant parce que nous sommes des acteurs de la transition et que nous avons estimé qu'en 2018, ce que nos grands frères n'ont pas pu faire en leur temps, à savoir susciter et créer autour des institutionnels une masse critique politique populaire assez forte pour que les desiderata du peuple soient entendus. Et il m'a semblé à un moment donné, je crois en 2018, qu'ils avaient dit qu'il fallait amener le changement. Et j'avais cru qu'ils avaient tiré les leçons de 1990 jusqu'à une certaine date, où certains avaient usité des moyens violents, j'allais même dire rudes, durs, croyant qu'on était encore à l'époque du Pitecantrio, où il fallait prendre un gourdin pour changer un chef ou un roi. J'avais cru, vous qui avez des doctorats en doctorat, des masters de toutes sortes à une longueur kilométrique, que vous arborez chaque jour que vous êtes sur un plateau de télévision, qu'il était temps que l'on sache que pour changer un chef de l'État, il fallait simplement prendre la logique institutionnelle. Et je suis gêné parce que ce sont des jeunes. Nous, à notre époque, quand on voulait changer le président de la République, M. Paul Biya, que nous n'aimons pas jusqu'au moment où nous sommes sur ces plateaux, nous avons cru à un moment donné que quand le président Paul Biya avait cru vouloir partir, je crois que c'était en 2011, un Luberlu est allé dans la place publique pour dire qu'on va amener M. Paul Biya à la Cour pénale internationale. Quand on a l'âge de ce genre de personnage et que l'on vous menace, chaque fois que vous voulez donner le témoin à vos enfants, vous avez une seule chose à faire, c'est de rester bien assis sur le fauteuil où vous êtes, parce que vous connaissez vos enfants, vous connaissez leurs valeurs, vous connaissez leurs limites.
Merci, merci pour cette introduction relative à ce séjour du chef de l'État du côté de Genève en Suisse. Notre deuxième invité, c'est Benoît Fedio. Il est militant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais et par ailleurs conseiller municipal. Bonjour et bienvenue. Bonjour Serge Bongier, bonjour à vos nombreux téléspectateurs et bonjour à vos illustres invités de ce matin. Nous avons regardé avec une attention particulière ce round-up de l'actualité marquant le séjour du chef de l'État, mais ceux qui entendaient capturer le président de la République, quelle grosse déception ils ont eu au terme de toutes ces manifestations du côté de Genève. Capturer le chef de l'État, effectivement, c'était d'abord une grosse bêtise. Je ne sais pas s'ils ont assez de moyens. Mais tout compte fait, je crois que l'agitation n'a jamais été interdite, quoi qu'elle soit stérile. Ces personnes qui se sont lancées dans ce jeu-là, je crois que nous ne pouvons pas quand même dire en tant que citoyens camerounais que cela nous fait du bien. C'est tout simplement, ça ne contribue tout simplement qu'à salir notre image, et pas l'image du chef de l'État qui est une institution, mais l'image même de ces Camerounais-là qui séjournent dans un pays ami et qui ont aussi beaucoup à demander. Je crois que c'est pas ça qu'on attend de la diaspora. On veut une diaspora qui va contribuer au développement économique, qui doit valablement représenter le peuple. Alors, lorsqu'on se retrouve donc à cela qui s'émiette et qu'une partie devient vraiment nocive, on se dit tout simplement qu'il faille que des gens prennent conscience de ce que, comme le disait tantôt le patriarche, le changement ne se fait pas dans une brutalité inutile qui ne va faire que du changement, le mauvais. Merci, merci. Donc on l'a compris bel et bien, mais on essaiera au cours de cette émission de comprendre les motivations réelles de cet antipatriotisme qui se fait ressentir à travers cette diaspora, pourtant qui a beaucoup apporté à notre pays, le Cameroun. Comme troisième invité dans ce studio, Serge Espoir Matomba, il est le premier secrétaire du PURS, parti politique assez référentiel dans notre pays. Également, il est grand conseiller de la ville de Douala. Bonjour et bienvenue. Bonjour particulièrement aux panélistes et surtout aux millions de spectateurs. Nous sommes très heureux de vous accueillir. Également chez vous, on parle du renouvellement des organes de fonctionnement dans votre parti politique. Où est-ce que vous en êtes depuis quelque temps? Alors, il faut dire que c'est une vaste opération. C'est une opération qui part des unités, puisque l'unité est la plus petite instance du parti. Des unités, puis ensuite les fédérations. Après les fédérations, nous avons les confédérations, puis le bureau national. C'est une vaste opération qui, pour l'instant, est encore à ses débuts, parce qu'il fallait que la commission travaille sur les détails beaucoup plus précis pour qu'on n'ait pas des personnes qui disent militer, pourtant qui ne sont pas des militants. Mais comment faire le juste milieu, savoir qui est militant, qui ne l'est pas, qui est sympathisant, peut-être au niveau des cartes du parti, ça peut se vérifier. Écoutez, tout se mesure, n'est-ce pas, sur l'engagement des uns et des autres. Qu'est-ce que c'est qu'un militant? Comment est-ce qu'un militant devrait se comporter? Qu'est-ce que le militant engage, n'est-ce pas, dans la formation politique? Quelle formation même il a en tant que militant? Donc c'est cet ensemble de choses sur lesquelles la commission a d'abord travaillé avant de, n'est-ce pas, lancer dans l'organisation même des élections au sein de ces organes de base. Parce qu'il faut le dire, aujourd'hui au Cameroun, on souffre d'une grande crise de militantisme quand même. On a l'habitude de dire que les Camerounais ne sont pas encore politiquement cultivés. C'est une vérité, parce que vous allez vous rendre compte que dans la plupart des formations politiques, les gens ne militent pas parce qu'ils ont des convictions précises, parce qu'ils veulent quelque chose de précis, parce qu'ils se battent pour des causes précises. Ils militent beaucoup plus parce qu'ils suivent un tel, ou encore parce qu'ils suivent le frère du village. Et tout ce qu'on dit, certains sont même allés jusqu'à dire, quand on me dit va, je vais. Donc vous voyez, c'est pour dire que... Et ça peut se justifier, la politique c'est un jeu d'intérêt. Si on n'a pas d'intérêt quelque part, on n'y va pas. Bien évidemment, c'est pour cette raison que l'intérêt ne doit pas être un intérêt uniquement personnel. L'intérêt doit avant tout être un intérêt général, même si
le côté personnel a un impact direct sur l'intérêt général. Si vous vous battez pour que le Cameroun soit bien, alors vous en profitez directement. Mais si vous vous battez pour vous, comment vous faites de ceux qui sont autour de vous? Il s'agit de cela. Vous allez vous battre et celui qui viendra, prenons un exemple simple, M. Bondji. Pour sortir. Hein. Aujourd'hui, vous avez un niveau de vie, je ne parle pas de vous, on peut parler du patriarche, Nicolas qui est sur le plateau, élevé, et autour de lui, il est dans sa grosse maison. Autour de lui, il y a des personnes qui vivent dans des petites cabanes, dans des petites maisons, des maisonnettes. Et ces personnes ne parviennent pas à manger de la viande et du poisson, doivent attendre le 25 décembre pour le 1er janvier. Imaginez un scénario. Ces personnes autour du patriarche vont développer les voies et moyens pour mettre le patriarche en difficulté. Et lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va construire une barrière, une grande barrière pour se protéger. Il se protège de qui? De ses voisins. Pourquoi de ses voisins? Parce que ces derniers vivent dans des mauvaises conditions et essayent de développer des stratégies pour devenir même des voleurs chez lui. Vous voyez un peu? Donc, par contre, si le patriarche travaille pour que tout le quartier, toute la ville, toute la commune, tout le pays soit bien, chacun n'aura pas son niveau de vie, ça c'est clair, mais chacun sera au moins occupé à faire quelque chose et personne ne sera en train de réfléchir comment aller voler chez le patriarche. Et c'est aussi cela un véritable travail de proximité qui doit être fait par les hommes politiques. Hein. Le Cameroun, ces derniers temps, les institutions de la République ont été salies à l'étranger. On n'a pas regardé, on n'a pas observé la position du PURS sur ces institutions qui sont menacées d'une manière comme une autre. Et le président de la République, dans ces difficultés, peut-il compter sur votre formation politique? Alors, je ne vais pas faire vos travaux de maison. Je pense que le PURS a été très clair là-dessus. Le PURS a condamné avec la dernière énergie ce qui s'est passé à Genève. Vous savez, il n'y a pas que le chef de l'État qui a été attaqué. C'est le Cameroun qui a été attaqué. Et nous ne saurons, n'est-ce pas, applaudir ou enchanter ceux qui se lancent dans ce chantier. Parce que, voyez-vous, d'une façon ou d'une autre, comme je l'ai dit, le président de la République, c'est un patriarche. Il a quel âge? Il est en train de partir. Qu'on le veuille ou pas, il va partir. Nous sommes en train de nous donner les moyens pour le faire partir aisément. Pour qu'on puisse dire aussi qu'au Cameroun, ils ont un ex-président vivant et en place en train de regarder. Est-ce qu'on pense que la méthode n'est pas bonne? Je pense que n'est pas bonne de la part de cette diaspora. La méthode, non seulement elle n'est pas bonne, mais elle est condamnable. Parce qu'elle ne fait pas la fierté du Cameroun et elle n'arrange pas l'image du Cameroun. Voilà ce qui va se passer aujourd'hui certainement. Le chef de l'État va rentrer. Vous savez ce qui va se passer? C'est que tout le monde dira retour triomphal d'un monsieur qui est sorti pour un court séjour privé. Il pouvait partir et revenir sans qu'on ne sache qu'il est sorti et il est revenu. Aujourd'hui, vous allez voir certainement les militants de sa formation politique vont longer les rues pour dire wow, wow, on aime trop le chef. Voilà les conséquences directes. C'est que non seulement l'argent du contribuable sera utilisé pour aller acclamer le chef de l'État à son arrivée, parce qu'entre parenthèses, il vient de gagner une bataille qui n'avait pas lieu d'exister. Merci. Donc il faut dire que nous devons, bien qu'étant dans l'opposition, avoir mesuré les conséquences des actes que nous posons. Nous voulons tous le bien-être des Camerounais. Il est clair que nous n'aurons jamais les mêmes méthodes, mais nous devons prioriser toujours le Cameroun avant toute chose. C'est bien dit, hein, le Cameroun reste la préoccupation de tous et de chacun. Et puis, comme quatrième invité pour cet échange dominical, nous recevons Denis Omba. Il est directeur de l'Observatoire des médias au ministère de la Communication. Bonjour et bienvenue. Bonjour Serge, merci de m'avoir invité. Je voudrais dire bonjour aux copanélistes. Je suis heureux de faire partie de ce panel. Je dois dire que je vous regarde et vous écoute un peu à distance dans le cadre de mon travail et je suis heureux de constater que ce qui est fait ici est de bonne qualité. En tout cas, je crois que votre ligne éditoriale, la qualité de vos productions sont, on va le dire, en droite ligne de ce que nous faisons au ministère de la Communication. Le mérite vous revient peut-être à votre promoteur aussi. Merci bien. En tout cas, c'est un travail de fourmi qui est fait depuis fort longtemps par le top management de cette entreprise citoyenne en faisant de la télévision des 10 régions du Cameroun un modèle de référence dans la sous-région Afrique centrale et pourquoi pas de par le reste du monde. C'est une volonté, d'ailleurs, vous êtes là, vous représentez le gouvernement de la République, de voir l'exemplarité dans l'applicabilité des mesures et des
méthodes de travail et merci de nous encourager dans cette perspective. Avec vous, le chef de l'État forcément rentre au Cameroun aujourd'hui. Est-ce que les dispositions pratiques ont été prises? Est-ce qu'on va rester dans le brouhaha permanent comme l'a indiqué Serge Espoir Matomba? Est-ce qu'il y aura quelque chose de particulier à observer ce jour? Écoutez, il ne me revient pas de parler de ce qui concerne le retour du chef de l'État, ce qui va être mis autour de sa personne. Je suis à 1000 km du chef de l'État. Je peux simplement, de manière tout à fait citoyenne, associer ma voix à toutes celles qui ont pris la parole avant moi pour condamner, pour le regretter, le comportement de ceux de nos compatriotes qui ont, peut-être avaient-ils pour objectif de chahuter le séjour du président à Genève, mais qui ont, à mon vision, donné une très mauvaise image de ce que notre pays n'est véritablement pas. Parce que je crois que les citoyens camerounais méritent plus. Je pense que ceux de nos compatriotes qui sont en Occident et qui sont partis pour chercher leur vie, je ne suis pas sûr que c'est cette vie-là qu'ils voudraient montrer aux yeux du monde. Donc en nous condamnant, nous pensons, et ça a été le sens du communiqué de M. le ministre, porte-parole du gouvernement, c'est de rappeler aux uns aux autres que c'est ici au Cameroun qu'à la fois les institutions républicaines existent et où les débats qui concernent et l'alternance et les questions sur lesquelles ils estiment avoir voix au chapitre sont traités. C'est nous qui sommes les Camerounais, qui vivons ici, qui avons été, si tel est le cas, spoliés par la gestion de la Covid-19, c'est nous qui vivons les difficultés d'ici. Bon, je ne sais pas si ceux qui sont en France ont eu ces problèmes, en tout cas ils ont le droit d'en parler, mais de quelle manière? Il faut qu'on arrive à demeurer républicain. L'opposition, c'est une partie, c'est une façon de participer au débat républicain, d'avoir sa façon de voir, de dire, mais je crois que cette façon-là est totalement dépassée. L'État de droit n'accepte plus cette façon de faire. En tout cas, certains ont été condamnés. Pour le retour du président de la République, je ne voudrais pas ne pas être d'accord avec M. le secrétaire du PURS. Mais je pense que les Camerounais sont tout à fait en droit de... Je vais vous redonner la parole, je reste avec vous. Vous l'avez bel et bien compris, nous sommes rentrés de plein pied dans la première thématique de ce dimanche, parlant des événements de Genève et même au Cameroun. L'objectif pour nous est de trouver l'élément qui vise à entraîner cet antipatriotisme qui se fait ressentir, même sur le plan local. Ce sont des réalités d'ailleurs à cette occasion. Une formation politique a annoncé la marche ce jour, ce dimanche à Yaoundé, une marche naturellement interdite par les pouvoirs publics. De Nouba, je vous donne la parole. Ailleurs, on a vu des gens marcher pour des causes justes, mais au Cameroun, sauf que la marche en elle-même, elle devient tellement dangereuse qu'on n'a même pas l'occasion de donner une seule seconde à ceux qui entendent marcher, parfois pour des revendications légitimes. Et on voit aujourd'hui en France et particulièrement comment ils marchent pour des mesures restrictives prises par l'État français contre la lutte, donc contre le Covid-19. Est-ce que ces revendications des jeunes, le cas de Genève, au-delà de friser la bonne marche des institutions de la République, est-ce que ces revendications ne sont pas légitimes un tant soit peu? Elles sont légitimes. C'est le président de la République en 90 qui a instauré la démocratie dans ce pays, de manière volontaire, poussée par personne. C'est le président de la République qui a pris à contre-pied, souvenez-vous de la phrase, lorsque les militants du RDPC, M. Feudier en parlera avec plus d'autorité que moi, lorsque les militants du RDPC disent non à la démocratie, non au multipartisme, le président de la République est le seul qui dit « vous allez désormais faire face à la concurrence ». Donc c'est un homme moderne, avant-gardiste, progressiste, quelqu'un qui comprend qu'on soit et vit la démocratie. Maintenant, nous sommes dans une république. Nous avons des cadres institutionnels où le débat se fait. L'Assemblée nationale, le Parlement, le Sénat... Et même, puisque nous parlons des libertés publiques, elles sont inscrites dans notre Constitution. Oui, les libertés publiques sont une réalité. Mais c'est précisément dans la loi qu'il faut puiser pour comprendre pourquoi certaines manifestations sont interdites. Je ne suis pas mandataire du sous-préfet qui l'a interdite, mais je réfléchis à sa place. Il y a quand même une concomitance suspecte entre la marche de Genève et la marche qui est annoncée. Une connivence aussi suspecte. Ici, c'est le MRC qui dit Grevet, là-bas, c'est la basse. Il y a quand même des faisceaux de lecture qui peuvent amener un administrateur prudent à se dire il y a quand même une tentative de défier le gouvernement ici. Lorsqu'une manifestation est saine et qu'elle est légitime, encadrée, normale, je ne vois pas en quoi elle peut être interdite. Mais il ne faut pas que regarder celle-là.
Il y a des partis qui manifestent au Cameroun sans problème. La NDP manifeste, l'UNDP d'ailleurs. Il y a quelques jours, un parti politique, je crois, conduit M. le ministre Issa Chirouma a fait une manifestation à Garoua sans qu'elle ne soit interdite. Je crois qu'il faut que les gens respectent la loi. Il y a une loi qui encadre l'expression, la liberté d'expression. Nous l'avons librement choisie et il faut que les gens la respectent. Et je dois quand même dire, pour sortir que si nous voulons réfléchir par jurisprudence, le MRC a eu des manifestations au Cameroun qui n'ont pas été interdites. D'ailleurs, celle qui a porté M. Kamto, pour ne citer que celle-là au Palais des Congrès, avait été régulièrement autorisée. On ne peut donc pas faire une ligne droite pour tracer qu'on interdit systématiquement les limites. Non, les manifestations publiques, non. Les manifestations publiques au Cameroun sont encadrées par la loi, elles sont prescrites par la loi. Les sous-préfets, en tout cas les chefs de terre, la loi leur donne la capacité de pouvoir, j'allais dire, les interdire si d'aventure j'estime que l'ordre public est menacé. Dans le cas d'espèce, moi je suis tout à fait solidaire avec le sous-préfet qui pense que cette marche-là est un défi à l'État, est une tentative de construire ici ce qui n'a pas marché à Genève et un prolongement pour arriver à construire effectivement les logiques qui sont sous-jacentes, celle de cette rébellion contre l'État et cette tentative de déconstruire les institutions. Merci. Cela est grave et cela est condamnable. Je vous reviens. On évolue toujours avec cette première thématique parlant des institutions de la République. François Bikoro, ces jeunes, ce n'est pas aujourd'hui qu'ils continuent de manifester. On a vu comment ils ont pourchassé le chef de l'État du Cameroun il y a quelques mois. C'était du côté de l'hôtel Meurice à Paris. Ils l'ont refait à Intercontinental à Genève. La garde rapprochée du chef de l'État s'est battue tant bien que mal pour freiner les ardeurs de ces jeunes. Ils ont rappliqué. Est-ce que ça va continuer comme ça et voir cette jeunesse qui, au-delà de tout, salit l'image de notre pays, le Cameroun? On nous dit également qu'il y a des voies de conciliation, des voies normales pour des revendications ordinaires. Pourquoi ces jeunes ne peuvent pas observer ces voies-là? Et sur le plan local, lorsqu'on sait encore que les marches en elles-mêmes ne sont véritablement pas autorisées. Moi, je voudrais saluer la présence sur ce plateau du premier secrétaire du PUS. Parce que la presse camerounaise fait beaucoup de mal à l'opinion camerounaise. Parce que les mots ont leur sens. 3 voyous attaquent une femme dans un quartier, vous dites la jeunesse a attaqué une femme. C'est important de faire la distanciation, même langagière, pour éviter que les 30 millions de Camerounais qui ont accepté de rester au Cameroun se sentent lésés par ceux qui doivent construire la matrice critique populaire. Je l'ai toujours dit. Vous devez dire que quelques bambins, certainement instrumentalisés par quelqu'un, ont décidé de faire quelque chose à Paris. Parce que moi, j'ai une fille à Paris. Je crois qu'elle doit être en première ou seconde S, quelque chose comme ça, là, qui est en train de passer un séjour, je crois, en Italie actuellement. Elle est jeune. Je suis allé à Paris 3 ou 4 fois, j'ai rencontré des médecins, des avocats, des infirmiers et tout ça là. Pendant la période Covid, il n'y avait que les Camerounais qui sortaient pour aller soigner ces gens-là. Les Français avaient peur de sortir. Première chose, vous devez vous interroger pourquoi ils ont peur de sortir, mais ils laissent sortir les Africains. Ça semble un peu louche. Deuxième chose, dites bien aux Camerounais qu'on n'a jamais interdit une marche au Cameroun. On interdit ce qu'on va faire pendant la marche. Bien expliqué comme ça. Vous-même, vous dites que le Cameroun est le pays où le président de la République est présent de tout. C'est lui qui fait et défait les administrateurs civils et tout et tout. Et vous dites que vous allez marcher pour enlever le président de la République qui a rendu heureux un sous-préfet. Est-ce que ça marche un peu dans la tête là? Mais en fait, au niveau des marches, c'est l'objet de la marche qui fait problème. Simplement. La manifestation en Si maintenant le président du PUS, il y a un problème. Le président du PUS dont je m'honore chaque fois d'être sur le plateau avec lui, parce que les images comptent. La logique insurrectionnelle que nous on a engagée, moi je l'assume et je demande pardon au peuple camerounais. Parce que je suis encore vivant. Mon interlocuteur, M. Biya, est vivant. Il ne peut pas comprendre que j'ai échoué en 90 et je laisse mes enfants échouer en 2021. On a marché pendant 9 mois. Cassé, brûlé, pillé, tué. 9 mois. On n'a jamais rendu aussi populaire, aussi fort M. Biya à la tête du pouvoir. Au point que parmi ceux qui avaient marché, cassé, pillé, on a décidé d'aller faire la révolution dans son parti. Je vous dis que ce qui est gênant, c'est nous qui commentons. La France
à ces casseurs, ces pilleurs, aucun n'est vivant. Le Bataclan, il n'y a pas quelqu'un qui est vivant. Mais dès qu'on arrive à Boko Haram, on dit il faut donner du caviar. La presse camerounaise joue le mauvais rôle. Excusez-moi vraiment, j'ai été journaliste à mes heures perdues. J'assume. Les mots ont leur sens. Si vous utilisez les bons mots, on vous apporte les bonnes réponses. Pourquoi Maurice Kamto, le MRC, décide de faire la marche quand Biya va marcher de l'aéroport pour étudier? Voilà les bonnes questions. Ça veut dire qu'il est convaincu qu'on va refuser la marche. Ils veulent défier l'autorité. Pas défier, il joue le buzz. Parce qu'il sait qu'il y a une presse qui va faire beaucoup de bruit. Puisque s'il avait dit qu'il marchait vendredi ou mardi, il sait très bien que le président Paul Biya rentre aujourd'hui dimanche. Il sait que dimanche est un jour férié où on n'a pas besoin d'autorisation pour aller à la messe. Et il dit je vais marcher au même moment que Paul Biya marche. Parce que dans la tête de ces individus, ils pensent toujours que 2018 n'est pas encore fini. 2018 dans leur tête est encore présent. Et nous prolongeons 2018 alors que 2018, le président a dit le moment est venu de travailler. Vous allez dans l'arrière-pays, vous voyez les engins, les tracteurs, les machins, trucs. Maintenant, est-ce qu'il manque un sujet d'actualité qui puisse amener à l'adhésion de tous les Camerounais vers une cause politique? Et je vous conseille d'aller à un endroit à Yaoundé, puisque tout le monde aime marcher à Yaoundé. Personne ne marche à Baham, personne ne marche à Sambaliba. Tout le monde veut marcher à Yaoundé, parce qu'ils savent que la télé là. Je vous dis donc, nous en 2011, quand nous avons décidé de faire partie M. Paul Biya, nous de la transition, parce qu'on oublie toujours que le mal de Paul Biya, ce n'est pas de n'avoir pas construit le Cameroun, sinon Camdis ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. On a construit. Son mal, c'est que tant qu'il est là, la construction ne finira pas. Il a bousillé 4 générations d'ingénieurs en construction. Ceux qui avaient 20 ans ont 60 ans. Il dit, mon papa, on a appris, on va aussi mettre la truelle. Ceux qui avaient 30 ans ont 70 ans. Ceux qui avaient 40 ans comme lui, ou 50 ans, ont 90 ans. Il y a une génération qui sait que dès que ce septennat finit, il n'y a plus aucune chance pour cette génération-là d'attraire à l'exercice du pouvoir suprême. Cela, c'est comme le débat qu'il y a eu entre Martin Luther King Jr. et Malcolm X. L'un disait on termine ici, là et maintenant, on souffre trop aux États-Unis. L'autre lui disait que le temps joue sur certaines choses. La génération qui avait 30 et 40 ans a décidé que Biya ne gouvernera pas ce septennat. Je pose donc la question, nous qui avons 10 ans et 20 ans, qu'est-ce qu'on fait dans cette histoire? Et dans ce sens, cessez à des plateaux de télévision et de radio d'imposer un débat RDPC-MRC, de faire la confusion voulue entre le président de la République, institution unique dans un exécutif, et M. Biyabi, l'enfant de Mbondassam, dont on n'a rien à faire s'il va au quartier, s'il va à machin, tout. Cessez de faire des confusions entre le RDPC, qui a son adversaire qui s'appelle le MRC, qui lui-même est incapable de faire taire le MRC. Parce que quand on a commencé à casser les ambassades, c'est cette confusion qui amène le parti politique de M. Biya de se cacher au coin, sachant que non, l'État va faire ce qu'il y a de faire. Moi, je pense que s'il y a une activité politique à faire, dès qu'on marche contre le président de la République, que d'autres marchent pour le président de la République, et on voit ce que ça va donner. La chance que nous avons, c'est qu'on a déjà vu ce que les autres ont donné. Ils ont cassé les ambassades, ils ont mis le piment au président de la République à l'hôtel. Personne n'a rien dit, même sa propre formation politique. Ça peut donner l'impression qu'il y a des gens qui, à l'intérieur, comme à l'extérieur, de l'entourage du président de la République, qui jouent à un jeu qui n'est pas bon. Et comme ils ont déjà trouvé le bouc émissaire qui s'appelle MRC Basse, ça crée donc un problème. Et je termine par là. Moi, j'avais cru, avec Ben Gourion, que le mot de diaspora, c'était le retour à la création de l'État d'Israël. C'est avec la presse camerounaise que j'apprends que le mot diaspora, c'est des gens qui vont de l'autre côté. Vraiment, c'est un peu gênant. J'avais cru que si on garde même la définition du mot diaspora, ça dit ceux qui vont de l'autre côté. Que les Camerounais qui sont en Guinée équatoriale, qui ont conçu les routes de Guinée équatoriale, que ceux qui sont au Gabon, qui ont maintenu toute la stabilité qui est au Gabon, ceux qui sont au Nigeria, ils faisaient partie de la diaspora camerounaise. Quelle est cette histoire où 3 personnes qui ont traversé le désert de Libye et machin, tout et tout, font
quelque chose, au point que même le ministre de la Communication, Fait une sortie. qui sait très bien que leur véritable opposition, ce n'est pas dans les partis politiques. La vraie opposition, ce sont ces enfants qui ont des baccalauréats, qui ont des licences, qui ont des doctorats, qui attendent depuis les derniers 25 000 qu'on lance un concours pour les recruter, qui assistent que dans les concours où on doit construire la masse critique populaire, c'est-à-dire l'éducation, l'agriculture et la santé, on recrute 2 ou 3. Pendant qu'ils voient que chaque fois que 2 ou 3 personnes se fâchent, on fait des communiqués, on fait ceci. Moi, je suis de la transition, il me reste un seul septennat. Si je peux encore attendre. Mais je refuse que ceux qui ont prolongé les 4 générations que M. Biya Bouzier a des Camerounais continuent de diriger la masse critique populaire de notre pays avec les médias. Serge Espoir Matomba, c'est vrai que c'est un discours dur qui fait le tour de plusieurs décennies de gestion dans l'appareil étatique au Cameroun. Est-ce que les jeunes qui sont comme vous aussi, qui sont du côté de l'Hexagone, et même sur le plan local, lorsqu'on écoute ces jeunes, ils ont soif de ce qu'ils appellent habituellement le changement. Ceux qui sont du côté de l'Hexagone se disent qu'ils n'ont pas accès à certains éléments fondamentaux, non seulement dans leur formation, également qui favoriseraient leur retour au pays, arriver ici, qui réussissent à s'implanter. Est-ce que le mal ne commence pas par ces dispositions-là, par encadrer la jeunesse? Il faut déjà dire et saluer d'ailleurs le discours du patriarche Bikoro, qui est un discours qui a toute sa place. Et maintenant, partir du principe selon lequel j'aime le rappeler, je suis venu de là, de ce que vous appelez aujourd'hui diaspora, pour revenir définitivement au Cameroun en 2008, si vous voulez. Donc, et je suis au Cameroun. Il faut prendre, et comme moi, plusieurs Camerounais sont rentrés et sont là. Comme moi. Plusieurs sont entrés dans le champ politique parce que nous estimons que ce qui est fait aujourd'hui n'est pas suffisant. Et il faut absolument améliorer pour que le commun des Camerounais vive dans des meilleures conditions. C'est vrai que certains sont restés. Mais il ne faut pas globaliser ce qui se passe aujourd'hui avec cette minorité ou alors cette infime partie de ce que vous appelez diaspora, la diaspora. Parce qu'en réalité, il y a une diaspora très forte camerounaise, si je vais utiliser ce mot comme vous, à l'étranger. Vous en avez ici au Gabon, au Nigeria, au Sénégal, en Guinée-Bissau, au Portugal, un peu partout, en France. Et même en France, en Angleterre, comme en Suisse, ce ne sont pas tous les Camerounais qui sortent pour ce type de manifestation. Il faut le dire, la manifestation est un droit constitutionnel. Et cela nous amène à interroger les profils des manifestants. La manifestation est un droit constitutionnel. Mais alors, l'objet de la manifestation peut toujours appeler à équivoque. Et c'est à ce niveau qu'il faut vraiment réfléchir et questionner dans le profil de ceux qui marchent. Avant d'arriver sur votre média, je ne vais peut-être pas citer ce média ici, j'étais sur un autre média. Et le présentateur de l'émission, en me posant la question, dit, le président élu, M. Biya et tout, je lui ai dit, monsieur, arrêtez ça. Incroyable. 3 ans après une élection, vous n'appelez plus le président Biya président élu, vous dites président de la République. Vous voyez le travail dans lequel vous nous emmenez, c'est-à-dire tel dit président élu, vous dites président élu, nous nous retrouvons dans des histoires où il y a des présidents élus et c'est une guerre dont des présidents élus. Non, nous n'avons plus un président élu au Cameroun, nous avons un président de la République qui a prêté serment après les élections. Et il est le chef de l'État. Qu'on l'aime ou pas, nous allons ensemble trouver des voies et moyens pour le faire partie de là. Ou alors pour améliorer le quotidien des Camerounais qui passe forcément par son départ aussi. Donc c'est pour dire que, M. Bondji, il ne faut pas croire que tous les Camerounais qui vivent en Occident cautionnent ce qui se passe. Parce qu'il faut déjà reposer sur la table les motifs de ces manifestations. Parce qu'on ne peut pas me dire, pour moi qui ai été candidat en 2018, qu'on va emballer tout un pays dans un gros mensonge dans lequel on vous parle d'un hold-up, qui est un gros mensonge. Et à force de venir sur vos plateaux, vous nous reposez ces questions, on entretient ce discours. Et certaines personnes croient qu'effectivement, il y a eu vol, effectivement, il y a eu hold-up. Mais le plus grave, ce n'est pas ça, M. Bondji, ce sont nos enfants. Parce que les enfants vont retenir ce que l'histoire leur donnera.
Et qu'est-ce que l'histoire dira? Oui, en 2018, il y a eu ceci, il y a eu cela, qui est un mensonge. Donc nous ne pouvons pas être cautions de ce mensonge. À un moment donné, il faut que ça s'arrête tout simplement. Soit nous sommes des Camerounais qui aimons le Cameroun, nous ne sommes pas obligés d'avoir les mêmes pensées. Nous ne sommes pas obligés d'avoir les mêmes visions. Nous ne sommes pas obligés de construire le Cameroun de la même façon. Mais nous sommes obligés d'aimer le Cameroun et de le construire. De le construire tout naturellement. Benoît Feu-Dieu, on sait également qu'il y a d'autres factions, patriotes à l'étranger. S'il arrivait qu'on voit ces jeunes s'affronter sur un territoire étranger, et ceux qui sont de la brigade anti-Sardina et ceux qui sont des patriotes qui supportent véritablement le Cameroun, quelle image cela donnerait de notre pays? Et puis le second volet de cette question, c'est de comprendre au niveau des relations internationales comment ces pays étrangers n'arrivent pas à faire taire toutes ces disparités qui naissent ainsi. Oui, Serge, votre question me permet même d'élarguer quelques détails qui peuvent prêter à confusion sur les propos de mes prédécesseurs. Je voulais déjà rappeler, rassurer le président, le premier secrétaire du PUR, c'est de ce que la mobilisation des militants du RDPC pour le retour du chef de l'État n'impacte pas sur les caisses de l'État. Donc il n'y a aucune ligne budgétaire qui est affectée à cela. Et il faut souvent... Vous avez eu des camarades qui se sont retrouvés en prison et lorsqu'on les a questionnés, ils ont dit qu'ils investissaient dans le parti. Non, et vous avez vu, on les a libérés pour cela. Donc ça, ce sont des engagements personnels. La responsabilité pénale, elle est individuelle. Donc s'il pose son acte et qu'il est puni pour ça, ça nous engage. Il faut tout de même ajouter qu'il y a une logistique derrière, c'est-à-dire le déploiement, transport, ainsi de suite, et puis tout ce qui a. Il ne faudrait pas sous-estimer les militants du RDPC. Ainsi, il y a des cotisations dans le RDPC. Des militants cotisent énormément dans le RDPC. Vous n'allez entendre nulle part qu'on a déchargé l'argent dans le trésor public pour les militants du RDPC. Donc c'est quand vous-même vous êtes premier secrétaire, vous descendez, quand vous descendez, Monsieur Espoir, quand vous descendez dans votre BAM de réjouissance, je ne pense pas que vous mobilisez tellement de sous pour que vos militants vous accueillent. Je ne pense pas que vous touchez le trésor public. Donc, prenez aussi comme ça, comme parti politique. Et je voudrais également dire que, au moment où le patriarche Biko pense que le parti politique de M. Biya n'a rien fait contre les attaques, je voudrais vous dire que le président national du RDPC, il prêche la paix. Et à chaque fois où les militants ont voulu réagir, il a par tous les moyens, par notre moyen de communication interne, demandé que les gens se calment. Et je voudrais même aller plus loin pour vous dire, la manifestation de Genève, vous le connaissez autant que moi, que lorsqu'elle a été annoncée, juste au lendemain, par le biais même du directeur du cabinet civil, il interdisait déjà tous les mouvements qui se préparaient, inclus le RDPC. Donc il faut dire le RDPC n'a pas peur, d'ailleurs même ce groupuscule-là est très minable même pour affronter une section, une sous-section du RDPC. Je suis avec vous. Peut-être que ça permet également de revenir sur la préoccupation de Serge Espoir Matomba. On voudrait comprendre davantage le rendement ou alors le déploiement de toutes ces autorités. On a vu la sortie du SGPAC, on a vu la sortie du DCC, on a vu la sortie également du ministre de la Communication pour simplement la marche annoncée à Genève. Je voudrais vous dire ici qu'il y a un proverbe bantou qui dit que lorsqu'il y a la danse du chef, vous voyez le fou entrer, on arrête le fou d'abord pour cacher. Ce n'est pas parce qu'il est plus fort que tous les danseurs, c'est parce qu'il va perturber la danse du chef. Donc ne prenez pas ça aussi à la légère que ça. Quel que soit le cas, il fallait que les autorités puissent faire des sorties pour quand même donner la conduite à tenir. Donc sur ce plan-là, moi je veux dire tout simplement que le chef de l'État, non seulement c'est un apôtre de la paix, il est à la quête permanente de la paix, mais c'est un démocrate. C'est lui, on a dit sur ce plateau, qui a porté, nous l'appelons, l'architecte de la démocratie au Cameroun. Parce que j'aime souvent à leur rappeler qu'avant d'arriver même en 90, pour porter sur lui l'ouverture démocratique, il faut jeter un coup d'œil depuis 83, septembre 83, quand il devient le président de l'ancien parti unique. Son premier discours, il invite ses camarades
et il leur rassure de ce que le parti ouvrira à la démocratie. Monsieur Feugeot, Alors, vous pouvez juste préciser aux Camerounais que là, en 90, on parle du retour au multipartisme. Au retour au multipartisme. C'est-à-dire, c'est pas lui qui apporte le multipartisme, mais on revient dans le multipartisme plus qu'on était avant, dans les années 58, dans le multipartisme. Je n'ai pas refusé qu'on était d'abord dans le multipartisme, mais on n'y était plus. Alors donc ici, en 83, parce que certains de vos camarades, diront que c'était le vent de la démocratie, ça allait partout. Mais quand je cite 83, c'est pour illustrer cela, c'est pour présenter l'homme d'abord, la volonté d'aller vers là. Et le copanaliste a mentionné tout à l'heure que même en 90, il y a certains de nos camarades qui estimaient qu'on allait dans la folie. Mais cela n'a pas empêché qu'il continue son œuvre et qu'il ouvre à la démocratie, et d'où la promulgation de plusieurs lois que nous connaissons, la loi sur la communication sociale qui ouvrait à la liberté de presse, la loi sur les libertés d'association qui ouvrait au multipartisme, la loi sur la législation des sections. Donc en fait, pour tout simplement dire, si aujourd'hui des gens veulent manifester et qu'il arrive à s'affronter, à s'opposer, n'est-ce pas, à un certain nombre de choses. Ce n'est pas par manque de volonté de la part du chef de l'État de procéder à la véritable démocratie. C'est tout simplement, comme les gens l'ont aussi bien dit, comme même notre Constitution, qui dans son préambule consacre les libertés, elle renvoie tout de même aux dispositions prescrites par la loi. Alors, et quand on parle de dispositions prescrites par la loi, nous connaissons qu'il y a la 055-90 qui encadre les manifestations et réunions publiques. Et cette loi donne effectivement le droit au sous-préfet, dans son article 8 alinéa 2, soit de changer l'itinéraire d'une manifestation donnée ou de la interdire. Donc ce n'est pas une chose qui est extraordinaire. Et je voudrais également dire que l'interdiction de la prétendue marche d'un certain parti politique, ce n'est pas la seule interdiction. Ce même jour, il y a un groupe de patriotes qui avait décidé aussi de marcher en même temps pour non seulement accueillir le chef de l'État, mais marcher peut-être aussi contre la marche. Donc toutes ces marches ont été interdites. Et si on va, comme quelqu'un l'a si bien dit, vous avez un parti politique dont, après l'élection de 2018, sur la métaphore de tirer de pénalty, une personne vous a dit qu'il a marqué le pénalty, même refusant même de se faire de valider son propre pénalty par l'arbitre, et qui, depuis ce temps, a amené ses adeptes à le considérer comme un certain président élu, donc n'est pas reconnaître la légitimité des autorités en place. Et à chaque fois, il veut donc que les mêmes autorités, donc qui ne reconnaissent pas la légitimité, lui permettent d'aller marcher. Parfois, il avait si bien dit... Nous n'inventons rien parce que je peux juste... Oui. Donc je sors de là en disant, et vous le savez que dans cet autre plan machiavélique, il avait organisé ce qu'il a appelé la résistance nationale. Et de son propre discours avait dit, le MRC, parce qu'il faut le citer, marchera jusqu'au départ du président de la République. Donc je pense que quand vous voyez, on va déjà dans cette base, ce n'est pas à rechercher là où il y a trouble, menace à l'ordre public. C'est-à-dire chaque autorité administrative portera des réserves chaque fois quand il y a une sollicitation et surtout lorsqu'il y a de la marche. Et menace de l'ordre public. Je voudrais aussi dire, Serge, que le Cameroun fait tout à l'extraordinaire. Parce qu'on aime bien regarder certains pays et dire non, ailleurs ça marche, ailleurs ça va. Heureusement que la marche dernièrement a été interdite aussi dans un autre pays. Et dans ces pays, quand vous allez même voir, les marches sont beaucoup plus organisées par la société civile. Ce n'est pas tous les jours par des partis politiques. Les partis politiques, on connaît où est-ce qu'on change les lois et quelles sont les méthodes pour arriver au pouvoir. Je ne voudrais pas par là dire qu'ils ne peuvent pas organiser de marche. Mais quand la marche devient
les comités de base sur les rues, ça devient le Parlement sur la rue, ça devient même le Conseil constitutionnel sur la rue. Et pour certains, ça rouvre un peu le débat de l'ouverture politique, peut-être du modèle aussi. Le temps, s'il vous plaît, on va aller progressivement. Vous allez réagir, rassurez-vous. Je vous donne la parole à Denis Omba en quelques secondes, et puis on prendra tous chacun la parole pour conclure cette première partie. Denis Omba, est-ce que les responsabilités, est-ce qu'aujourd'hui, au vu de ce qui s'est déroulé chaque fois du côté de l'Hexagone, quand le chef de l'État se déplace, et même sur le plan local, est-ce que vous avez le sentiment que l'on retient les leçons de ce que l'on vit sur le terrain? Écoutez, si vous voulez questionner la responsabilité de ceux qui vont manifester, j'ai le sentiment, le modeste sentiment que non. Non, pourquoi? Parce que les gens sont dans un projet. Personnellement, ce que je dis m'engage. J'ai eu le sentiment que l'envie viscérale, la tentative maladroite et malhonnête de prendre absolument le pouvoir a fait basculer certains partis politiques, et c'est ça qu'il faut craindre dans la franche armée. Parce que voyez-vous, quand vous regardez l'histoire des milices, des bandes armées qui sont aujourd'hui installées, on prend le cas de l'Espagne, de la Colombie, on est parti de cela. Parce que j'ai eu le sentiment que ce qui sauve encore le Cameroun d'une hécatombe plus grave, c'est parce que ces gens-là, qui sont des gens, j'allais même dire drogués, parce que c'est des fanatiques, n'ont pas encore les armes. Est-ce que vous faites une équation en vous disant si les gens là avaient eu les armes, ce qui se serait passé? Nous sommes là à une phase qui est extrêmement sérieuse. Et d'ailleurs, moi je pense même que ces coups d'essai vont monter en puissance au fur et à mesure que ces gens-là vont être face à la réalité, c'est-à-dire que au fur et à mesure qu'ils ne comprendront pas, parce qu'ils refusent de comprendre que M. Biya a été élu, sacré et consacré par les institutions constitutionnelles. Je dis ici parce que ceux qui ont en charge la sécurité nous écoutent aussi, et qu'il faut faire ce qu'il faut. Je crois qu'un État doit pouvoir à un moment donné mettre un terme à la barbarie, à la sauvagerie. Nous ne pouvons pas continuer à tolérer et accepter que, au moment où M. Matomba et les autres vont sur le terrain, parlent aux Camerounais, travaillent, au moment où d'autres partis politiques vont face aux Camerounais pour leur dire voici notre projet de société, les autres choisissent la violence. Il faudra en quelques secondes ne pas être d'accord avec le patriarche qui convoque une métaphore pour indiquer qu'il y a une construction du ressentiment par rapport aux questions de l'emploi. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Si vous regardez le nombre d'emplois créés par l'État chaque année, de manière graduelle, les chiffres sont conséquents. Nous sommes une moyenne d'à peu près 30 000 emplois, je dis des recrutements dans l'administration publique. Dans l'administration privée, les chiffres sont tout aussi bons. Ce qu'il faut dire et reconnaître, c'est que l'État a été frappé par une crise économique qui a fait que les enjeux sont au-dessus de notre capacité. Nous courons derrière un retard que nous avons accumulé de 1988 jusqu'aux années 97-98 avec les dévaluations, les programmes d'ajustement sectoriel qui sont arrivés là. Évidemment, le retour à la croissance a été aussi émaillé par un ensemble de dysfonctionnements dans la gestion, mais le cap est maintenu. Je dois pouvoir dire que lorsqu'on est sérieux et honnête, on regarde les chiffres des statistiques, le Cameroun sur beaucoup d'indicateurs, je parle de l'éducation, je parle de la santé, je parle même de la capacité. Moi aujourd'hui, et je vais sortir par là, j'étais à un séminaire avec des experts internationaux, ils m'ont dit quelque chose. Lorsque nous parcourons le monde, le Cameroun est l'un des rares pays où vous pouvez avoir une discussion hautement sensible et sérieuse, même avec un mototaximan. Et nous le disons, et c'est sérieux. Le Camerounais est éduqué. C'est aussi pourquoi, je crois, l'une des graves préoccupations de notre pays, contrairement à ce que les gens disent, les Camerounais ne sont pas éduqués, la question c'est que tous les Camerounais pensent pouvoir connaître tout et faire tout. C'est un danger qui nous amène aujourd'hui à avoir cette dissonance, cette capacité de prise de parole de tout le monde qui s'introduit de manière intempestive, même dans des sujets où modestement, il n'a pas de connaissances. On assiste donc à un débat qui est biaisé, où chacun pense pouvoir avoir voix des cités, où chacun croit pouvoir parler. Mais ce qu'il faut rappeler à chaque fois à nos compatriotes, c'est que nous sommes des États en devenir et en construction, avec les forces et les faiblesses de nos niveaux. Mais je dois pouvoir dire, et je le crois très sincèrement, que comparé aux pays de même niveau que nous, le Cameroun n'est pas en retard. Au contraire, le président a posé les bases. Il y a un ensemble d'acquis que nous devons préserver et qu'il y a tout. Pour ceux qui sont intéressés et qui veulent vraiment changer le Cameroun, je sors par là. 2025, c'est aujourd'hui et c'est demain. On ne le prépare pas à Genève, on le prépare ici. Je suis étonné de voir qu'à quelques jours de la fermeture des inscriptions sur les listes électorales, aucun parti politique n'en parle. Celui précisément qui va crier à Genève, il a refusé d'aller aux élections.
Je me demande comment il fera. Peut-être croit-il que c'est Genève qui fait entrer à Etoudi, mais Etoudi c'est ici à Yaoundé, et c'est avec les Camerounais qu'on gagnera, et c'est avec les urnes. Qu'on le veuille ou non, c'est une vérité implacable. Merci. Je vais commencer par Serge Espoir Batomba en quelques secondes, s'il vous plaît, et nous terminerons. Mais je vais peut-être commencer par la chute de M. Omba qui parlait d'éducation des Camerounais. On ne dit pas que les Camerounais ne vont pas à l'école, mais quel type d'éducation les Camerounais reçoivent, quelle qualité d'éducation. Le questionnement est à ce niveau. C'est d'ailleurs pour cette raison que vous allez voir que la plupart des problèmes que nous avons aujourd'hui dans notre société nous renvoient à notre éducation. C'est pour cette raison que dans le projet de société que j'ai présenté pendant la présidentielle, le point fondamental était et reste encore la refondation du système éducatif. J'ai l'habitude de dire, Monsieur Bondier, que même si les lois sont mauvaises, nous devons d'abord les appliquer, nous devons les respecter, quitte à trouver des voies et moyens comment modifier ces lois-là. Lorsqu'on décide de se lancer dans une manifestation et qu'on fait ce que la loi prévoit, c'est-à-dire la déclaration de manifestation, le tout n'est pas de, j'ai l'habitude de dire, de déposer un simple papier et repartir, attendre 7 jours pour venir rechercher. Il faut suivre le dossier. Moi, j'ai l'habitude de le faire. Je ne dis pas que je n'ai jamais été, on ne m'a jamais interdit une marche. On m'a plusieurs fois demandé de changer les itinéraires de mes marches, mais j'ai manifesté plusieurs fois lorsque j'ai demandé des autorisations de manifestation. Donc, et puis je vais aller plus loin. Il y a une sorte de complicité entre le RDPC et le MRC qui se dégage de plus en plus. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'aujourd'hui, vous allez voir que ces deux formations politiques cristallisent les opinions autour des mouvements qui se passent entre elles, entre ces formations-là. Regardez un peu, M. Bondier. Monsieur le Président de la République a été élu et a prêté serment depuis 2018. Nous sommes en 2021. On ne parle pas de l'action du gouvernement. On parle de la bataille entre le MRC et le RDPC dans une sorte de complicité. Tantôt ils vont aux élections, ils ne vont pas, et puis ça favorise tel, et puis après, nous autres, nous sommes pris pour cible, parce que quand nous on décide d'y aller, on nous dit non, c'est vous qui faites le jeu. Et pourtant, le véritable jeu se trouve entre ces deux formations. Le président sort pour un coup voyage, un coup séjour privé, des gens organisent des choses qui sont financées. Dieu seul sait qui finance ces opérations-là. Et après, on va nous dire non, voilà un parti de l'opposition. Non, c'est un complice du parti au pouvoir. Parce que nous ne pouvons pas aujourd'hui, au lieu que nous questionnons l'action du gouvernement, nous sommes, les Camerounais n'ont pas d'eau, n'ont pas de lumière, nous ne sommes pas là-dessus. Vous pensez que les vraies questions ne sont pas mises en veilleuse? Écoutez, les vraies questions sont il y a de la distraction. Expressément. Vous pensez qu'il y a un programme politique derrière qui fait en sorte qu'il y ait de la diversion? Il faut comprendre que le RDPC ne va pas nous faire de cadeaux pour rester au pouvoir. Il va utiliser tout ce qu'il veut et peut utiliser pour garder, n'est-ce pas, cette position. Et puis, je vais même aller très loin. Pour chuter, on va passer à la deuxième thématique. C'est pour questionner, je ne vais plus questionner parce que je l'ai compris, cette histoire de démocratie dans laquelle nous sommes entrés, dont vous vantez être revenu par votre champion. Je vais vous dire une chose. Lorsque nous prendrons le pouvoir, nous sortirons de cette démocratie. Parce qu'aujourd'hui, ce que le Cameroun a besoin, ce n'est pas d'être un véritable État démocratique. C'est d'avoir à la tête du Cameroun des hommes qui aiment le Cameroun, qui sont prêts à se battre pour le Cameroun, quitte à ce que ce soit une dictature, mais une bonne dictature. Merci. Patriarche, avec vous, on sort de cette première thématique. On n'a jamais été aussi démocrate qu'au temps du parti. Parce qu'on s'entendait sur tout. Aujourd'hui, on ne s'entend sur rien. Et c'est dangereux pour un pays. Les enjeux internationaux convoquent, quand vous avez un doctorat ou un master, de savoir qu'avec la Covid-19 ou le Covid-19, vous voyez, quand des gens n'arrivent pas à mettre un le ou un la derrière quelque chose, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Depuis le 19 mai 2020, Monsieur le Président de la République, son Excellence Paul Biya, dont je fais une grande distanciation avec la formation politique de RDPC, et j'insiste là-dessus, nous a dit que Covid-19 doit nous amener à une attitude, à une nouvelle attitude. J'étais sur le même plateau avec le camarade M. Fedje. Il est maire de Ngomo et il me regarde, il m'écoute. Avec un certain Okala Ebode et un présentateur qui s'appelait Justin Pierre Solo.
Et Julien Pierre Essono se permet de me demander que penses-tu de ce que Okala Bouda a dit. Je dis, mais jeune homme, après 33 ans d'exercice du métier de journaliste, vous ne pouvez pas me convoquer sur un plateau de télévision pour me demander ce que mon étudiant a dit. Et le maire de Ngumuki, oui, je t'ai battu à l'élection. J'ai dit, mais monsieur, vous êtes au pouvoir. Vous ne pouvez pas avoir la réaction, mais l'action. C'est eux qui doivent avoir la réaction. Et je reviens à l'éducation. Vous enseignez De Gaulle aux enfants. Vous enseignez, il y a même des grands membres du gouvernement qui vous disent, je suis diplômé Sciences Po. Ce n'est pas faux. Le système jacobin, dans lequel vous voulez maturer la conscience nationale, permet qu'on soit des Français clonés et clowns. Ce que vous voyez les gens faire à Genève, ils sont d'abord clonés européens et ils sont devenus des clowns. Parce que nous sommes dans une compétition internationale où des gens vous avaient dit avec le Covid-19, restez chez vous. C'était en grande dans les murs de Paris. 3 jours après, ils se sont rendus compte que le café qu'ils boivent sort de là où on dit aux gens, restez chez vous. Et personne au RDPC, dans un plateau de télévision, n'a dit que l'euro se jouait sur la base du copiage de la chaîne du Cameroun. Je dis que vous ne travaillez pas pour le président Paul Biya. Vous êtes dans un débat de clones entre le RDPC et machin tout. La chaîne, c'est-à-dire que les Blancs ne savaient pas comment faire pour revenir dans les stades, construire leur pays, puisque le Mali s'est coupé, la Libye s'est coupée. Voilà les enjeux de l'heure. Maintenant, l'enjeu interne, je termine par là. Quand vous dites que vous voulez gouverner, quand vous dites que vous gouvernez, le premier opérateur économique du Cameroun s'appelle le Nigeria. Ce n'est ni la France, ni le FMI, ni la Banque mondiale. Rien. Nous sommes depuis 27 ans coupés sur le corridor de 2200 km avec le Nigeria. Après Bakassi, on nous a ajouté nord-ouest et sud-ouest. Un matin, on dit que Boko Haram est arrivé. Le gens d'en face dit c'est parce qu'il manque d'eau. J'ai dit on a construit un barrage. Non, il vous distrait. Parce que derrière, il y a une construction machiavélique. Et c'est là que je fais le pont avec ceux qui autorisent les marches à Paris, à New York. Il y a quelque chose dont vous n'en faites pas allusion dans les peuples, parce que vous êtes omnibulés par des gens dont vous dites que vous avez battu. On peut questionner la notion d'élection dans ce pays, ça c'est un autre débat. Mais depuis décembre 2020, il y a un grand débat à Paris sur les accords de coopération. Pourquoi vous avez si peur de dire que ce qui arrive à M. Biya aujourd'hui, c'est parce qu'il fallait le changer en 2018. Tous les restes des chefs d'État ont été soit changés, soit assassinés. Assimi Ngota. Je peux vous donner les noms des gens qui ont dit c'est terminé cette histoire d'accord de coopération. Quand vous dites que vous aimez un président de la République, qui par ailleurs a passé le temps à vous donner, vous ne lui avez rien donné. Quand il y a un débat sur le repli identitaire, quand le gouverneur de l'Ouest dit que chaque personne arrête son chien, vous prenez vos responsabilités. Vous voyez que je ne veux pas aller plus loin. Mais j'ai dit, prenez, et c'est pour ça que nous avons décidé, nous de la génération de 10 ans, en 82, de rejoindre ce parti qui a tous les moyens de changer la donne de ce pays en vos lieux et place. Nous sommes venus là-dedans pour dire non, on ne va plus faire comme vous faisiez avant. On va amener le chef d'État à savoir qu'il est le président de tous les Camerounais. Tout à fait. Et rien que pour les Camerounais. Et que le RDPC doit jouer son rôle pour avoir sa part dans la manne et non dans la confusion voulue entre l'État et le RDPC quand ça vous arrange. Et dès que ça ne vous arrange pas, vous dites que vous êtes un parti politique. Un parti politique concourt à l'expression du suffrage universel. C'est-à-dire qu'au quotidien, le ministre de l'eau a des petits problèmes de vous donner de l'eau. Vous devez vous comporter avant le MLC pour dire donne-nous. Parce qu'il n'est pas du RDPC en tant que ministre. Il est ministre de la République pour donner l'eau. Quand le Bolloré vole le port, vous êtes restés mieux comme des cartes. Et ce n'est pas bon. Ça fait donc que les gens qui sont complices, et je termine par là, de tout ce qui nous arrive, savent qu'il y a un tissu qui n'est pas fort, où on peut s'infiltrer. L'affaire du Nord-Ouest Sud-Ouest, c'est le fameux débat de 2004 sur le système scolaire unique dans notre pays. Vous avez fait de la superposition des systèmes, alors que les pays dont vous prenez témoins et références
le Canada et autres, on fait un système système hybride. unique, Nous devions donc arriver à un nous-mêmes Camerounais qui parle français, anglais et pidgin. Et c'est pour cela que c'est gênant, tant pour les gens de Genève que pour nous. Quand on dit le Nord-Ouest souffre, on dit qu'ils sont anglophones. On ne dit pas qu'ils sont bakouri, sans route. C'est la même chose que ces gars-là disent. Nous voulons changer le code électoral. Vous n'êtes pas inscrits sur les... Il y a même beaucoup qui ont changé de nationalité. Qui sont devenus des Ivoiriens, des Sénégalais, je ne sais pas quoi là. Qui vous dit qu'il faut changer le code électoral. Moi, je ne sais pas comment ça peut se faire. Donc, je pense, à mon humble avis, ce n'est pas que j'étais contre vous, mais je pense quand même qu'il faut une nouvelle manière de voir les choses dans ce pays. Je dis encore une nouvelle manière, une nouvelle attitude. Nous avons vécu sans évacuation sanitaire. Aucun millier n'est mort. Les taximens dont vous dites que vous luttez pour eux, mettez 5 personnes, ils ont fait 6 mois avec 3 personnes, personne n'a garé le taxi. Les conférences inutiles dont tu dis que tu es allé à une conférence, je ne sais pas, ça sert absolument à rien depuis 2 ans aujourd'hui, c'est des poches d'argent. Par contre, les 180 milliards, parce que ça semble un peu bizarre, un pays où on dit qu'il n'y a rien. On dit qu'il faut chasser pour le bien. La Banque mondiale, le FMI vous envoie 180 milliards. On dit qu'ils ont volé les 180 milliards. La Banque mondiale ajoute 75 milliards. C'est un retour sur les hôpitaux qu'on a décapités à Paris, qu'on est venu installer au stade Mbappé et machin tout. Dites ça aux Camerounais que ce qui arrive là, voilà comment on peut s'en sortir pour que ces enfants, dont on dit qu'ils se plaignent pour l'emploi, ne voient pas qu'on gère mal leur pays, alors que le pays est bien géré. Merci, patriarche François Bikoro. C'est vrai que c'était très long, hein, mais aussi important, avec beaucoup de leçons à retenir dans ces différentes parties. En tout cas, c'est le débat citoyen sur les antennes de KM10 TV. Et d'ailleurs, on se réjouit de cette petite ou alors cette forte préoccupation qui vise à mettre sur la table un débat citoyen et non un débat parti politique contre parti politique. Finalement, le peuple ne réussit pas à comprendre le juste milieu de ces éléments que l'on voudrait faire ressortir dans une bonne compréhension commune et qu'on apporte des idées pour construire notre pays, le Cameroun. Merci à tous les 4. On passe à la deuxième thématique de ce dimanche. Nous parlons du Cameroun, des lois de la République, de cet incident malheureux survenu dans la région de l'Ouest Cameroun, précisément dans la ville de Bafoussam. L'honorable Nouran Fosti, en partance pour Fumban, malheureusement a une altercation avec les forces de l'ordre sur place. Denis Omba, je reviens à vous sur cette question. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Qui devait faire quoi et qui n'était pas dans son rôle? Non, je crois que la question a été réglée par le gouverneur de la région de l'Ouest qui a parlé d'incidents malheureux et de malentendus. Je crois qu'il y a 2 décrets qui encadrent le comportement notamment des agents de sécurité sur la voie publique. Il y a ces décrets-là qu'il faut lire et qui précisent en effet que les agents de sécurité doivent respecter les élus dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions. C'est une disposition qui ne dit pas plus, mais nous pouvons comprendre ici que la notion de respect renvoie, on va le dire, à un respect mutuel qui peut être aussi cordial. Ça, c'est d'un. Et de 2, il y a que les agents de sécurité ne fonctionnent pas d'eux-mêmes. Ils fonctionnent notamment dans le cadre de la mobilisation par les autorités administratives. Et dans le cas d'espèces, c'est le gouverneur de la région de l'Ouest qui avait notamment défini une disposition portant circulation des véhicules, parce que ce jour-là, nous étions le jour de la célébration de la fête du mouton, et donc que cette artère-là avait été choisie par les autorités administratives pour servir de mosquée itinérante pour les populations, notamment musulmanes. Et donc, Madame l'honorable députée, pour lequel j'ai citoyennement un respect, a cru devoir violer les dispositions du gouverneur, pas du policier, pour rejoindre son département d'origine, le Noun, pour elle aussi aller célébrer avec ses populations ce jour-là. Donc, il y en a eu une altercation qui a donné, d'abord du point de vue des impressions, une sorte de manque de respect à la fois de l'autorité policière, mais aussi de la personne du député. Je dois dire, pour faire court, que personnellement, je crois qu'il faudrait que chacun de nous, ou en tout cas ceux qui ont la responsabilité, les gouvernants, arrivent à placer l'État au-dessus de toutes sortes de choses. On peut avoir une réflexion d'un côté en estimant qu'une élue comme Mme Nouran peut bénéficier de toutes sortes de passe-droits. Mais est-ce que la fonction de député
donne une sorte d'outrecuidance, donne un sauf-conduit pour manquer de respect à des dispositions administratives en matière d'encadrement de la circulation des populations. Je crois que non. Mais en sortant vers vous, c'est vrai que vous revenez sur les préoccupations du gouverneur de la région de l'Ouest, Awa Fonka Augustine. Mais d'aucuns indiquent, d'ailleurs le commissaire de sécurité publique de la ville de Bafoussam indiquait qu'il y avait au moins 3 voies de contournement. Est-ce qu'il y avait nécessité de barrer cet axe central parce que c'est la fête de la Tabaski? Est-ce qu'il n'y avait pas lieu d'aller faire cette cérémonie ailleurs? On a des stades, on a des espaces assez vastes dans la ville de l'Ouest, précisément à Bafoussam. Pourquoi uniquement barrer alors qu'on sait également que c'est une zone économique et qu'il pourrait y avoir des personnalités qui choisissent uniquement de passer à cet endroit? Est-ce que le gouverneur, dans ses dispositions, n'a-t-il pas prévu qu'on devait avoir au moins un demi-passage quelque part par là, question de ne pas perturber la circulation? Alors vous m'amenez là à un débat beaucoup plus complexe, c'est-à-dire celui de la décision du gouverneur. D'abord, il faut dire que ce jour était férié, et donc si on parle d'activité économique, il n'y en avait pas. Le gouverneur est celui qui est à même, puisque les dispositions qui encadrent ses missions le lui donnent de choisir un espace en son âme et conscience. Il n'y a rien qui lui dit de choisir un espace plutôt qu'un autre. S'il estime que cet espace-ci est celui qui est à même d'accueillir un événement, il prend des dispositions et il encadre. Deuxièmement, il a prévu des voies de contournement qui pouvaient permettre que des passagers puissent prendre ces voies-là. Mais moi, je veux dire, ce n'est pas ça le plus compliqué. Dans notre environnement, nous devons tous pouvoir, chacun à un moment donné, faire face à la dureté, à la rigueur des décisions administratives prises. Ce qui, moi, m'a gêné personnellement, j'ai écouté les policiers, j'ai écouté Mme Nourane elle-même. Je pense que c'est le Christ qui a bien théorisé la notion du management et du pouvoir. Il appelle ça le management du service. En tout cas, moi, je l'appelle. Je crois que plus on monte dans l'échelle, plus on est puissant, plus on a des droits dans l'État, mieux on doit pouvoir être humble, plus on doit pouvoir avoir cette citoyenneté, ce sens du respect. Je veux dire que si Mme Nourane avait eu un comportement beaucoup moins... Vous l'avez dit, citoyen, hein, le respect. Citoyen, respectueux, je crois que cet incident serait passé. Il y a là quelque chose de fondamentalement incompréhensible entre l'attitude. Je trouve aussi que le policier est allé très loin, manquant cruellement de respect à Mme Nourane, parce qu'au-delà de tout, c'est un élu. Je crois que autant le policier, autant Mme Nourane, chacun doit pouvoir... Les fautes sont partagées. Partagées, placées au-dessus de chacun de nous l'État. Parce que c'est l'État qui nous gouverne. Imaginez, mon cher Bondier, que dans nos responsabilités respectives, parce qu'un usager n'est peut-être pas, je ne sais pas quoi, monsieur le secrétaire, le premier vice-président du PURS, vous ne l'accueillez pas. Est-ce qu'à tous les niveaux de l'administration, parce que vu d'en bas, on peut avoir 2 questionnements. Est-ce que le citoyen lambda qui a respecté ces dispositions-là ne vaut rien? C'est Mme Nourane qui peut se permettre de les violer? C'est un type d'interrogation et ça peut revenir au premier débat, ça ouvre la voie à n'importe quoi. Deuxième niveau, est-ce que les policiers ont le droit aussi cruellement de manquer de respect à ceux qui incarnent la force publique, ceux qui incarnent nos populations? Non. Donc je pense que autant le policier, autant Mme Nourane, au-dessus de tout cela doit demeurer l'État. Nous pouvons chacun de nous faire taire nos égos, vivre dans le sens de ce que le président appelle la République exemplaire. Au-delà du pouvoir que nous avons, nous pouvons, si nous en avons la capacité, poser entre nous les chances, cette courtoisie républicaine, cette citoyenneté qui doit permettre que non pas les individus gagnent, mais que ce soit l'État, les institutions qui demeurent au-dessus de toute personne. Je crois que c'est dans ce sens-là que notre pays demeurera fort. Il ne nous revient pas de les violer, il ne nous revient pas de les banaliser, quel que soit le pouvoir, la force, la position sociale que nous avons. Merci Benoît Feudieu. Avec vous, je parlerai. D'aucuns pensent qu'avoir un passe-droit, avoir un macaron peut-être sur son véhicule, on peut aller au-delà de certaines susceptibilités. Est-ce que ce n'est pas ce qui a joué un peu dans le psychique des uns et des autres qui n'ont pas voulu respecter les dispositions prises par le représentant du chef de l'État dans la région de l'Ouest? Oui, Serge Bondier, vous savez, ça c'est un sujet vraiment embarrassant. On se pose la question, est-ce que l'État, est-ce que la République bagarre contre la République? Parce que je voudrais rappeler ici que notre Constitution, dans son article 4, dit que l'autorité de l'État est exercée par le Parlement et le Président de la République. Et quand je vais dans ce sens, c'est pour dire, dans le cadre de la déconcentration du pouvoir administratif, le gouverneur est le représentant du chef de l'État, du Président de la République au niveau de la région.
Alors, ça veut dire qu'en quelque sorte, quand il prend un acte comme celui de blocage de la route et de contournement, la police qui est là, ce n'est pas la police en tant qu'individu, ce n'est pas le petit inspecteur là qui est là debout, c'est la République qui est là placée. Il est là en train d'exécuter, dans le cadre de la police administrative, en train d'exécuter les ordres du gouverneur. C'est ça qui m'amène à voir deux grilles de lecture sur cette histoire. Déjà, un grille qui va friser beaucoup plus le juridisme, pour dire que le policier, le directeur hongrois l'a rappelé tantôt, quand on vous lit le statut qui encadre la fonction de la police, le statut de fonctionnaire de la police, on constate dans certains de ces articles, notamment 24, 26 et 40, qu'il y a un certain nombre de choses là, que si le policier respecte, il va jouer réellement son rôle, et que peut-être face à un incident pareil, il doit avoir beaucoup plus de retenue. Alors, qu'est-ce qui est dit dans ces articles 24? On veut dire que le policier est soumis à la disponibilité, à la courtoisie, au respect. Ça veut dire que déjà, lorsqu'il est sur la voie publique, il devrait déjà mettre ces éléments-là en amont. Être courtois, être disponible et beaucoup plus respectueux. Toujours dans ces articles, je le dis, on dit que le policier, il doit faire preuve, qu'il soit en service ou non, de beaucoup de retenue. Donc il doit avoir le retenu sur certains actes et beaucoup plus protéger les droits de tous les citoyens. Quand je vais dans tout ça, je dis, est-ce que cela a été fait? Toujours pour sortir sur le policier, je dis, l'honorable de son côté, je fais aussi un clin d'œil pour voir le statut du député de 2003 là, dans son article 13 comme ça, qui lui donne un peu un certain nombre d'avantages, notamment lorsque vous portez les insultes contre cet élu, vous êtes passible de sanctions. Vous ne pouvez pas être arbitrairement arrêté, il ne peut pas faire l'objet des outrages. Donc, vu sur ce plan, je dis, le policier aurait dû faire un peu plus pour ne pas en arriver là. Et quand on voit, n'est-ce pas, certaines dérives langagères, on se dit, non, le policier, de son côté, il mérite un peu quelque chose de rappel à l'ordre. Maintenant, le plus grave, c'est donc le député Nouran. Parce que alors, si j'atterris sur elle, c'est que en réalité, étant élu de la nation, elle devait déjà prêcher par l'exemple. Pourquoi prêcher par l'exemple? Parce que n'oublions jamais que lorsque l'autorité publique prend des décisions et vous tentez de le violer, cela peut vous conduire directement à ce qu'on peut appeler la rébellion, d'où notre code pénal dans son article 157 vous sanctionne à partir de là. Parce que là, c'est une décision prise par l'autorité administrative. Et je voudrais même profiter là pour rappeler à vos téléspectateurs que qui a même le droit de barrer une route ou alors de créer un contournement. Il n'y a que deux possibilités. Soit c'est par la procédure, c'est par la police judiciaire ou le procureur, ou ça peut être par l'autorité administrative. Ça dit quoi? L'autorité administrative, dans le cadre de la police administrative, l'autorité judiciaire, vous avez l'habitude de voir en cas d'accident comme ça, la police judiciaire peut barrer la route parce qu'il faut faire le constat. Il peut avoir une enquête qui concerne la voie publique et que le procureur intime, n'est-ce pas, la restriction de la circulation. Donc, ces deux institutions sont capables à tout moment de créer des restrictions. C'est pour dire tout simplement, face à cela, lorsque l'honorable y arrive, comme citoyenne, c'est d'abord l'exemple, prêcher par l'exemple, parce qu'elle sait qu'en tentant de bousculer la barrière, elle est en train de violer, j'ai bien dit, les décisions prises par l'autorité publique. Je sors par ici. Je sors par là, il faut que je... On n'a pas beaucoup de temps. En une minute, c'est difficile. en une minute, juste pour dire,
elle n'est pas seulement confrontée à la rébellion. On ne peut pas trouver seulement les éléments de droit sur la rébellion. Il y a aussi l'interruption du culte. Parce que le dernier passage où l'honorable se trouve, alors c'est directement pour aborder les musulmans qui étaient en train de prier. Or, l'interruption du culte, aussi dans notre code pénal, article 272, donne même des sanctions plus fortes, c'est-à-dire qui vont de 15 jours à 1 an d'emprisonnement et des amendes y afférentes. Au-delà de ça, maintenant, le bon sens voudrait que l'élu du peuple protège toutes les communautés. Si on continue à faire ce débat-là, on va arriver à créer un autre problème où l'honorable sera face à une communauté qu'elle a empêché de faire la prière. Donc, pour dire tout simplement, et adouber le gouverneur de la région de l'Ouest, je crois qu'on doit classer ce débat tout simplement et se pardonner mutuellement pour construire la République. C'est noté. Je souhaite, au vu du timing qui est imparti à cette émission, qui pourrait peut-être ne pas nous aider à aborder la troisième thématique, si on peut prendre avec l'essentiel en 3, 4 ou 5 minutes, ça va beaucoup nous aider. Serge Espoir Matomba, lorsqu'on lit le communiqué du gouverneur de la région de l'Ouest, il a relativisé, il a demandé d'aller plus vers un esprit de pardon, que les gens puissent se comprendre davantage. Et d'ailleurs, il a aussi facilité le passage de l'honorable Nouran Faustine après cet incident, mais nulle part il n'a marqué l'incident dans son communiqué. Est-ce que c'est parce qu'il ne voulait pas davantage attiser le feu? Est-ce qu'il est resté dans un esprit républicain et donner l'impression qu'il n'y a pas eu incident et que le débat il est clos à ce niveau? Il faut déjà saluer l'attitude du gouverneur de l'Ouest. Parce qu'au-delà du communiqué qui est arrivé après, il a eu une réaction immédiate lorsqu'il a été appelé, ma foi, par l'honorable. Et il a envoyé une délégation sur le terrain et l'honorable Nouran est revenu le retrouver. Donc je pense qu'il a discuté avec et il a même raccompagné l'honorable. Donc il faut déjà saluer cette attitude d'apaisement. Mais au-delà de cette salutation, il faut aller plus loin à la condamnation de ce qui s'est passé. Pas la condamnation uniquement du policier, et de la condamnation du policier et de l'honorable. Je ne veux pas revenir sur ce que les uns et les autres ont dit ici, de peur que ce soit une redite. Mais il faut dire que nous avons, et c'est à ce niveau que je vais revenir sur ce que M. Ongba a dit tout à l'heure, l'éducation. L'éducation et encore l'éducation. Parce que, voyez-vous, nous avons des tests qui sont ignorés par ceux qui doivent les appliquer. Nous avons des textes qui sont ignorés par ceux qui les votent. Et vous voyez donc que même à ce niveau, on doit pouvoir être très sélectif dans le choix des personnes. Et on doit surtout être très prudent dans l'éducation de ceux qui ont la responsabilité publique. Parce qu'il n'est pas questionnable d'entendre des propos ou même la bousculade que cet inspecteur a proliféré, n'est-ce pas, aux députés. C'est pas tolérable. Il n'est non plus tolérable de voir le député se comporter comme ça sur le terrain parce que le député devrait être un exemple. Donc, pour ne pas revenir sur ce que les uns et les autres ont dit, je voudrais ici dire que l'éducation est très importante. L'éducation encore. Et il faut qu'on questionne toujours la qualité de l'éducation que nous recevons. L'éducation ici, ce n'est pas le savoir parler, la maîtrise de la rhétorique, ce n'est pas ça. Savoir aborder une question X ou Y, c'est entre autres maîtriser même les textes de la nation et pouvoir les utiliser. L'éducation qui passe aussi par le bon comportement, la bonne tenue. Et on a quand même on a entendu des mots pas très acceptables tant du côté de la police que du côté de l'honorable. Mais je m'arrête, vous êtes aussi un élu du peuple. Est-ce que le passe-droit, le macaron, on a vu par la suite, on a entendu dire quand je mets mon macaron par la suite, rien ne pourra m'arrêter, je vais passer librement. Est-ce que cela, en quelques secondes, ne voudrait pas nous rappeler davantage que nos élus ont des responsabilités et qu'ils doivent d'ailleurs savoir ce qu'ils font en cas de situation comme celle-là? Il aurait pu avoir un incident autre que celui qui a été vécu sur place, que le député se serait interposé pour qu'il y ait la stabilité et qu'il y ait un retour à la paix. Mais pris ainsi, est-ce qu'on sait où on va finalement? Monsieur Bondier, nous sommes des habitués sur nos voies publiques, c'est-à-dire que nous les empruntons tous les jours et nous avons affaire aux éléments de police comme de gendarmerie de temps en temps. J'ai l'habitude de dire d'ailleurs, quand plusieurs fois je suis victime, je ne dirais pas victime des violences, mais lorsque je suis stoppé, j'ai l'habitude de dire à mes chauffeurs,
vous vous arrêtez, vous vous présentez, vous me laissez le soin de me présenter, et c'est d'ailleurs ce que je fais. Et après, s'ensuit une conversation cordiale. S'ils ont des documents à vérifier, le plus souvent même, ils ne regardent pas. Et vous disent, ah, président, vraiment, c'est très rare, on ne vous voit pas toujours. Ou alors, et puis on discute là, et puis vous êtes parti. Donc, les 30 secondes ou les 1 minute, lorsque vous êtes quand même une personnalité publique, que vous prenez pour vous adresser, n'est-ce pas, à ces derniers, ne vous coûte rien. Ne vous coûte absolument rien. Et il faut le dire, M. Bondier, le respect. On a l'habitude de le dire, le respect se mérite. Mais nous devons construire cela. Nous ne pouvons pas ne pas respecter le plus petit et vouloir être respecté parce que nous sommes grands. Et le petit ne doit pas se dire que parce qu'il est petit, il ne doit pas respecter le grand. Non, le respect doit se construire. Nous devons vivre dans une société apaisée. Nous sommes chaque jour beaucoup plus en train je ne sais pas, c'est comme si nous portions, hein, chacun de nous, le Cameroun sur sa tête. Et là, il y a une grande pression. Et on ne parvient plus à regarder notre vis-à-vis. On ne parvient plus à considérer la personne qui est au-devant de nous comme un humain. Donc, il est important aujourd'hui, ce sont ces valeurs-là qui doivent repartir, entrer dans ce que nous appelons l'éducation. C'est très important, M. Bondier. Sinon, nous serons en train, nous ne pourrons plus d'ici quelques années nous regarder en face. Et l'éducation en elle-même qui passe aussi par des questions de morale, parce que la morale en elle-même, à l'école primaire, elle a presque foutu son camp. Lorsque vous êtes dans un domicile, vous avez du mal à voir des enfants qui saluent les aînés un matin et qui répondent même de manière positive lorsqu'ils sont interpellés. Donc les attitudes et les comportements commencent aussi par là, patriarche. On sait que la région de l'Ouest, hein, et même celle du Nord-Ouest du Cameroun, ce sont des régions qui sont en proie à des questions sécurité. Est-ce que la police, en ce moment-là, lorsqu'elle agit de cette manière, n'est-elle pas sous le feu de l'action des questions sécuritaires, en nous mettant même par la suite qu'on a en face une personnalité qui a le droit, qui a besoin d'être respectée et d'être mieux appréciée dans l'exercice de sa fonction? Est-ce que la question sécuritaire en elle-même n'est-elle pas au-dessus de ce qui aurait pu se passer dans cette localité? Je voudrais d'abord féliciter très vigoureusement les forces de défense et de sécurité qui permettent que cette émission ait lieu en toute quiétude. Et leur dire que M. Serge Bondier est dans l'exercice de son travail. Il n'a rien à voir s'il travaille mal ou s'il ne travaille pas mal. Il jouit du travail qu'ils sont en train de faire au moment où nous parlons. La deuxième chose, vous connaissez l'attentat de Sarajevo. Elle a donné en héritage au monde entier sa première guerre mondiale. C'était une affaire de religion. Le monde est pris à partie depuis quelques millénaires aujourd'hui par la religion judéo-chrétienne et arabo-musulmane. Il faut faire très attention. Vous connaissez l'histoire du terrain d'un Tougou. M. Paul Biya était Premier ministre dans les années 75. Il a acquis un terrain. Mais comme c'est l'un des rares fonctionnaires qui n'ont jamais investi avec l'argent du contribuable, il attendait le moment où il va avoir un peu d'argent pour construire son terrain en Tougou. En 1990, et je demande encore pardon au peuple camerounais parce que je faisais partie des gens qui ont menti. Comme on n'avait pas un débat programmatique et idéal et idéologique, nous avons dit à ce qu'on appelait prosaïquement les Aoussa que Paul Biya leur avouerait un terrain à côté du palais des congrès. Quand il a pris ce terrain, il n'y avait il n'y avait que les arbres, mais c'était devenu un bon terrain. M. Paul Biya a dit donnez-leur ce terrain parce que 10 minutes après, Tinga et machin, tous les gens sortaient avec des flèches empoisonnées. Nous sommes dans un pays où on a vu madame le député, on est dans les députés, non, envoyer une chaussure pointue à la face d'un autre député. Et le même soir, Serge Bondier a fait un débat, est-ce qu'ils sont bien éduqués, est-ce que la loi a fait ceci? On a mis ça en perte et profit. Madame Nouran a 2 noms. Elle s'appelle Foster et elle s'appelle Fouting. Fouting est à pardonner dans ses privilèges. Parce qu'elle est députée. Fouting est députée. Foster est animateur de boîte de nuit. C'est une jeune fille qui n'était même pas encore née quand nous mentions sur ce pays en 90. Et qui voit les faits, au lieu de parler des choses de la République, oui, non, on peut excuser. Il nous a perdu du temps à citer la loi que Fouting vote à l'Assemblée. Tu ne peux pas parler de loi plus que Fouting. C'est ce qu'on vous reproche. Le policier est dans l'exercice de ses fonctions. C'est son avantage.
la population était présente. En amenant les lois que tu dis là, ça veut dire qu'on devait laisser passer madame le député avec son macaron. Et après ça, quand on va dire aux populations, ne faites pas le poisson braisé en route, on dit à quelqu'un qui est passé là, tu n'as pas eu le droit de parler. Au même moment, on était dans le débat des gens qui ont dit ne connaissent pas Paul Biya à Genève. Le RDPC était mieux. Il attend son retour pour dire qu'il marche. Vous parlez de quelle loi? Qui ignore la loi dans ce pays? On avait donc un débat, le même débat qu'on a depuis 2018. Depuis qu'il y a les néo-talibans, les néo-politiques et tout ça là. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une logique institutionnelle dans notre pays? Un député qui proclame à UA contrôler le respect des lois qu'ils ont envoyées à la nation ne peut pas se permettre de les remettre en cause. Du tout. Maintenant, l'enjeu de ce pays, M. Baudieu, il faut toujours le rappeler. Nous sommes taraudés dans notre flanc septentrional par la nébuleuse Boko Haram, qui a les meilleurs instruments d'armement au monde. Et Boko Haram a sa naissance dans un pays qui a failli nous arracher le même nord-ouest-sud-ouest que vous voulez défendre aujourd'hui. Au moment où Paul Biya a dit que je ne donne pas le nord-ouest-sud-ouest, il paraît qu'il n'y avait pas d'anglophones et de francophones. Madame Nourane commet son incident au moment où, pendant qu'ils attaquent Biya à Genève, ils ont fait une incursion à l'ouest. Se souvenant que les habitants du nord-ouest sont en fait des Bamlékés. Donc ils ont voulu profiter du délit de faciès pour aller, comme ça ne marche plus, l'armée a sécurisé le nord ou le sud-ouest. Ils vont donc maintenant tenter là où il y a un peu de paix. Ce qui suppose dans son flanc est, le Cameroun n'est taraudé par les velléités des bandits de RCA qui veulent prendre notre pays comme base pour aller chercher le pouvoir à Bangui, qui est déjà sécurisé par le président Touadéra, que je salue ici. Grâce aux Russes et non plus aux Occidentaux. Grâce au Cameroun aussi. Non, le Cameroun, c'est lui qui fait tout. Il faut de défense de sécurité. Comme vous insultez ici, sont appréciés ailleurs. Maintenant, dans son flanc ouest, on a des gens qui disent, même Paul Biya, même le Cameroun, nous n'en voulons plus. En réalité, nous sommes dans ce qu'on appelle un état d'exception, où la seule loi est celle de celui qui gère. Donc les débats pour savoir est-ce qu'il y avait la loi ne valent pas quelque chose ici. La seule chose qui vaille, c'est qu'on a empêché qu'avec les guerres que je vous ai citées tout à l'heure, je n'ai pas cité les guerres du franc CFA, qu'on en ajoute une autre qui est une guerre des grands nord et des grands sud, des musulmans et des chrétiens. Mais Foster est excusable, parce que Foster suit trop les débats de Camdis, où il voit qu'on va excuser tout. Et c'est un enfant qui n'a pas vécu les choses que nous on a vécues. Mais faut-il n'est pas à excuser, faut-il est à respecter. Moi je suis un peu mal parce que je suis celui qui dit, je suis de la logique institutionnelle, respectons les institutions. Tout à fait. Et faut-il est une institution. Un peu comme le patriarche Dormo avait dit, le pape avait dit à l'époque en ce qui concerne Dormo, condamner M. Dormo, laissez Monseigneur. C'est le débat dans lequel nous sommes ici aujourd'hui. Voilà qui est dit et qui est clair. En tout cas, on a essayé de jauger, de poser les éléments qui ont malheureusement créé cet incident. Le numéro 1 de la région de l'Ouest a donc joué les équilibristes. Il est revenu sur ce qui n'a pas marché. Il a demandé de rester éveillé, quel que soit ce qui arrive, parce qu'on n'a pas totalement retrouvé la paix dans les deux localités, que ce soit dans le nord-ouest, dans l'ouest du pays ou encore dans le sud-ouest. Ça devient bien le travail de tous les Camerounais. On va sortir de cette deuxième thématique. Malheureusement, le temps imparti, les minutes s'égrènent progressivement. Est-ce qu'on va avoir une dernière réaction? Si on prend le pari de réagir en moins de 30 secondes, ça peut aller. Je commence par vous, Denis Omba. Moi, je crois que je suis un peu d'accord avec le patriarche. Il faut que les gens comprennent, et ça regarde chacun de nous, qu'il faut mettre l'État au-dessus de toutes sortes de choses. Si nous comprenons la valeur sacrée de l'État, si nous comprenons la valeur, j'allais dire, ce bien commun que nous devons tous protéger, autant que nous sommes de l'opposition, que nous sommes du pouvoir, je crois que le pays fonctionnerait mieux. C'est moi le reproche que je peux faire à tous ceux qui ont le pouvoir au Cameroun, parce qu'au-delà de Mme Foster, il y a une systématisation de cette tentative de violation des règles ou non des straponteurs que nous avons dans la République. Nous avons
un haut responsable régional sur ce plateau. Aujourd'hui, lorsque vous êtes proviseur de lycée, vous n'avez que 500 places. Ce sont les titres qui vous demandent d'en recruter 1000. Aujourd'hui, lorsque vous avez une petite position sociale, si vous n'avez même pas les menaces de la République, tout ça est dangereux parce que ça crée une République dans la République et ça fausse le débat. Merci. Je pense que chacun de nous doit pouvoir se dire que nous sommes responsables d'une petite parcelle de ce pays et c'est ce pays qui doit être au-dessus de nous. Merci Benoît. Oui, une République ne se construit pas sans le respect des lois. Et c'est pour ça que j'ai rappelé tout à l'heure un certain nombre, n'est-ce pas, de lois. Et ce sont les règles dont nous avons établi. Il faut le respecter d'abord avant d'y arriver, n'est-ce pas, dans la conclusion qu'on portait une immunité. Et encore bien que lorsqu'on porte une immunité, il faut voir jusqu'à quel niveau cette immunité s'arrête. L'immunité ne saurait être un passe-droit comme le titre de votre thème. Donc tout simplement, chacun doit savoir rester à sa place, respecter les règles de la société et reconnaître même que nous sommes des Bantous. On doit avoir l'esprit de respect de soi. De tous. Serge Espoir Matomba. Oui, nous devons sortir, n'est-ce pas, de la République de tu sais qui je suis, parce que ce n'est pas cette République que nous voulons un héritage. Si certains ont voulu construire des hommes forts, pour que ces hommes puissent, n'est-ce pas, marcher sur les faibles et les très faibles, nous devons nous désolidariser de cela et dire ce que nous voulons aujourd'hui, c'est construire un pays dans lequel les institutions sont fortes, dans lequel les institutions sont indépendantes, dans lequel tous les Camerounais se sentent à l'aise. Donc la République de tu sais qui je suis doit finir. La citoyenneté doit primer, doit être au-dessus de tous les enjeux. On l'a vu ces derniers temps. On espère également que le trafic d'influence ne sera plus monnaie courante dans nos administrations et que chacun prendra à bras le corps la situation telle qu'elle et véritablement jouera sa partition. Au sortir de cette seconde thématique, nous allons à l'instant parler de cette tentative d'assassinat sur le continent africain. 2 hommes d'État cette semaine ont failli être décapités par des jeunes à l'arme blanche, le cas du Mali avec le chef de la transition Assimi Goïta lors de la prière marquant la fête de la Tabaski à la grande mosquée de Bamako. Le jeune à l'arme blanche a été maîtrisé par les forces de l'ordre sur place. Comment comprendre son intrusion jusqu'à ce niveau? On va essayer de décrypter cette actualité aussi du côté de Madagascar. André Rajoelina, le chef de l'État malgache, lui aussi a échappé à une tentative d'assassinat cette semaine. François Bikoro, vous maîtrisez cette géopolitique mondiale et même africaine. Comment expliquer, comment traduire ce qui s'est déroulé dans ces différents États? Est-ce que finalement on n'a pas réussi sur le plan politique, on n'a pas réussi sur le plan des influences internationales, on s'est plutôt déporté vers de petites choses, c'est-à-dire tenter d'assassinat à l'arme blanche? Est-ce qu'il y a une manipulation derrière? Et qu'est-ce que cela traduit finalement? Pour ne pas faire de confusion, je vais faire l'analyse sur le Mali après. Je m'interroge sur Rajoelina, auquel j'ajoute le président de Haïti. C'est quand même assez curieux que dès que les gens refusent de suivre la logique du Covid, le lendemain ils ont des petits problèmes. Vraiment, c'est pas normal. On ne va pas continuer à nous imposer une manière de faire, une manière de vivre dans un monde qui est ouvert et dont on sait quelles sont les limites des uns et des autres. Donc, Rajoelina, tout le monde connaît, c'était un ancien, comment on appelle ça, disque jockey, qu'on avait utilisé comme on voulait utiliser quelqu'un ici au Cameroun en 2018. Parce que le changement, pour le changement, on a appris aux Africains que le pays marche bien quand on change les gens. Chaque matin à la tête du pouvoir. C'est pour ça que j'ai dit, je réserve le Mali. Le Mali est le pays qui a le plus changé de président en Afrique. Ils ont même déjà tenté tous les types de changements. Il y a eu des changements démocratiques, au point qu'Amadou Toumani Touré a été bombardé, meilleur président démocratique au monde, et 3 jours après, sa démocratie s'est arrêtée par un soldat, alors que lui, il était général. Le Mali a ceci de particulier qu'il est, quand on fait un débat sur le Mali, on fait un débat sur le Niger. On fait un débat sur l'Algérie. Vous savez qu'en 1981, je peux me tromper de date, 81 ou 91, on nous avait dit que la démocratie est une très bonne chose. 91. On nous dit que la démocratie est une très bonne chose. Je crois que l'Algérie avait tenté de rentrer en démocratie. Un illuminé dans les mosquées a gagné toutes les mairies d'Algérie. Tout ce que l'Algérie souffre aujourd'hui, parce que la France a arrêté le processus démocratique en cours de route.
Parce que je vous ai dit que le débat dans le monde entier, c'est arabo-musulman, judéo-chrétien. Il est temps qu'on ajoute un troisième larron, celui qui est africain. Le Mali et le Niger partagent ensemble ce qu'on appelle Areva. C'est la société qui fait de la France 5e puissance mondiale. C'est la société qui donne, je parle aux Français pour qu'ils le sachent, parce qu'on ne le dit pas assez. L'électricité que vous avez à la maison, le gaz que vous avez à la maison, le truc nucléaire que vous avez là, ça vient de Areva. Et Areva se trouve au Niger. Le Niger est contingent au Mali. La force Barkhane et toutes les forces qu'on a mis en place a créé un périmètre de 50 km autour d'Areva. Vous allez entendre tous les bruits qu'il y a dans cette région. Vous n'entendrez jamais qu'un caillou est tombé sur l'usine Areva. Et chaque président qui part au Mali, soit démocratiquement, soit en démocratie violente, c'est parce qu'il a voulu négocier. La quote-part à remettre aux deux États qui ne bénéficient pas de leurs diamants et autres. Je crois qu'il était de 0,00085%. Chaque fois que quelqu'un voulait dire faisons 0,03, soit on provoquait une élection, soit un sergent venait là et arrêtait une réunion, on n'en parlait plus. Pour le cas d'Assimi Ngota, c'était le même scénario, sauf que cette fois-ci, ils ont joué le jeu. Et en jouant le jeu, vous avez vu comment la France a dit pour les civils, pour les civils, vraiment, on a mis un civil. Le civil allait boire le café dans une réunion bizarre en France et a rencontré Alassane Dramane Ouattara. Ils ont fait un aparté, les gars ont paniqué à Mali. Que ce type d'aparté-là nous semble un peu bizarre. Donc quand il est rentré, on lui a dit, on ne t'a pas dit d'aller faire des apartés avec des gens qui avaient même refusé l'institution de l'armée pour regarder les problèmes. Le deuxième problème, c'est qu'ayant constaté l'incapacité de la communauté internationale réduite à la France, à remettre la légalité territoriale du Mali, qui est presque 1/8 du continent, ils ont donc décidé de faire ce que certains États refusent. C'est d'aller vers les frères qu'on a chassés en Mauritanie, qu'on a chassés en Algérie, pour venir les parquer venant de la Libye dans un pays qu'on appelle le Mali. Vous avez souvenance que lorsqu'Amadou Toumani Touré avait crié, voyant des hordes de bandits avec des sacs de diamants, d'argent, venant vers nous, que je fais comment des gens qui sont de Mali, qui viennent, on dit non, calme-toi. Ils se sont donc installés. Assimi Ngota a décidé d'aller les voir dans le Grand Nord. Parce que le Mali dont vous faites allusion aujourd'hui n'est dirigé que par un tiers de la population, d'un tiers du territoire. Il a donc décidé d'aller négocier avec ces gens dont depuis 15 ans Barkhane est censé chasser du pays, pourvu que la paix revienne. Et subitement, c'est à ce moment que Emmanuel Macron dit, je vais enlever tous mes soldats. On dit, très bonne chose, puisque depuis 20 ans, il y a des marches pour demander à l'armée française de partir. Pendant qu'il tergiversait avec Mélenchon, la Russie est entrée en jeu. La Russie qui est entrée en jeu en Centrafrique. Et la Centrafrique a pris 87% de son territoire. C'est cette Russie-là qui fait peur. Et les gens, comme ils enseignent à l'ENA de Paris, ils enseignent à Massachusetts et à Yols, l'Africain de 1958, au lieu d'enseigner l'Africain de 2021. C'est pour cela qu'ils veulent vous imposer les Africains de 1958 avec ceux de Genève. Oubliant qu'il y a les Africains de 2021 qui s'appellent le président du PUS, qui sont le directeur qui a accordé de moi les feux Dieu. Et c'est pour cela qu'ils veulent encore faire ce qu'ils ont fait à M. Biyabim Vonda. Vous voyez que je règle tous mes premiers seule fois. Amener une petite... Oui, je termine. Amener une petite guerre pour qu'ils partent. Amener un petit truc pour qu'ils partent. Ça ne marche pas au Mali. Les Maliens ont pris conscience, quel que soit ce qui va arriver. Parce que si on attendait à ce monsieur dans une mosquée, vous imaginez ce que ça allait donner. Parce que les gens qui sont dans la rébellion, dans le Grand Nord, sont ceux qui prient au même moment qu'Assimi Ngota. Les calculs de nos frères-là ne marcheront plus. C'est ça, Matomba, sur le Mali. Il faut dire que le développement est avant tout stratégique. Vous allez comprendre pourquoi aujourd'hui et depuis un moment, l'Afrique, n'est-ce pas, subit des problèmes, si ce n'est pas par les soulèvements, c'est forcément par la tentative d'assassinat des chefs d'État. Parce qu'à un moment donné, il faut savoir que les pays occidentaux ont bâti, n'est-ce pas, leur économie sur, ont solidifié leur économie sur le vol qui venait de d'autres pays. Et c'est un vol qui a duré longtemps. Et quand vous arrivez dans ces pays, vous allez voir, la plupart des gens vivent du social là-bas. Et le social, il faut l'entretenir pendant plusieurs années. Et les ressources ont pratiquement tari. Et quand les ressources ont commencé à tarir, qu'est-ce qu'il fallait faire? Est-ce qu'il fallait revenir en Afrique
voler comme c'était le cas avant? La réponse c'est non, parce que les nouvelles générations africaines ont commencé à ouvrir les yeux, à prendre conscience. Donc, il fallait donc trouver des voies et moyens pour... Et il y a eu des études là-dessus, M. Bondje. Il y a eu des études approfondies. Et il fallait donc revenir soit par les maladies, soit par les guerres. Alors, c'était vite pensé. Vous avez vu les Boko Haram naître et bien d'autres petites rébellions venir, les Ebola et autres. Écoutez, tant que... Et regardez comment ils réussissent, n'est-ce pas, à avancer. Ils nous occupent avec le combat contre nos dirigeants. C'est-à-dire, on vous dit, non, vous vivez dans des mauvaises situations, rébellez-vous, faites ceci, il faut changer de dirigeant, il faut. Entre-temps, eux, ils sont en train d'entrer dans les économies et ce sont les premiers à venir dire à vos dirigeants, vous voyez, vous avez une rébellion à tel endroit, si vous nous donnez ceci, nous on calme et on maîtrise ces gens. Vous voyez ce qui se passe aujourd'hui au Mali. Le Cameroun n'est pas épargné. On a peut-être la chance d'avoir plusieurs Camerounais comme moi et d'autres comme le patriarche et plusieurs à avoir la tête sur les épaules qui ne peuvent plus, n'est-ce pas, laisser ces discours, même s'ils ne sont pas dits officiellement, progresser. Vous voyez ce qui se passe. Regardez l'exemple de la Centrafrique. Vous savez qu'il y a quelques jours encore, il y a eu des attaques en Centrafrique. Bien que la Russie... Parce que ce n'est pas une guerre pour l'intérêt des citoyens centrafricains ou des citoyens camerounais. Ce qui s'est passé, a failli se passer au Mali. Ce n'est pas pour les Maliens. Ce qui s'est passé à Haïti. J'ai l'habitude de dire, Haïti est le pays noir qui a le plus d'années d'indépendance. Mais curieusement, c'est le pays le plus pauvre au monde. C'est-à-dire que le plus pauvre au monde. Il a plus de 200 ans d'indépendance, mais il ne progresse pas. Les dirigeants vont... Et vous avez vu avec ce qui est arrivé avec la Covid. On impose pratiquement les États de faire vacciner leurs citoyens. Pour quelle raison? Au Cameroun, prenons le cas, vous avez pratiquement 1300 décès. On ne dit pas que c'est peu, c'est beaucoup. Mais d'où vient cette idée de vouloir imposer aux Camerounais au lieu de laisser le libre choix aux uns et aux autres de choisir de se faire vacciner? À part si le mot vient du chef de l'État comme quoi je ne veux pas de ce vaccin, vous verrez ce qui va arriver dans les prochains jours. Donc c'est pour dire, M. Bondje, que nous devons comprendre aujourd'hui plus que jamais que le développement est avant tout stratégique. Il est pensé. On nous occupe, on a réussi à nous occuper dans des guerres fratricides. On nous fait croire que, en fait, ce que nous essayons de faire, c'est pour notre bien et pourtant c'est pour l'intérêt des autres. Donc les enjeux sont énormes. Les enjeux sont énormes. Si nous ne les comprenons pas, nous serons tout simplement les complices de la destruction de nos pays. Merci. Benoît Fédieu, avec vous, on parle aussi du Mali. Ce sont des cas particuliers, qui parlent à d'autres États africains. Ah oui, ça parlait bien beaucoup d'autres États africains. Quand vous avez cité tout à l'heure 3 pays, le Mali, Haïti et Madagascar, c'est-à-dire qu'il y a un même domaine de définition, accéder au sous-sol. Et lorsque vous faites une appréciation, vous voyez que tous ces pays sont des pays pauvres. C'est-à-dire qu'en réalité, il y a une richesse, mais une richesse qui ne porte rien à la population. Non. Voyez-vous, vous avez les autres copanélistes l'ont si bien décrit. Est-ce que nous allons à un moment donné au moins nous réveiller et comprendre quel est l'objectif même recherché auprès de nos chefs d'État? Vous savez, on a vite fait de manipuler certains individus parmi nous qui passent à longueur de journée à chanter la démocratie, c'est le changement des dirigeants. Il faut changer, il n'y a pas de démocratie quand il n'y a pas de changement de dirigeants. Bien évidemment, sur cette table, on nous a rappelé que le Mali passe pour être leader dans le changement. Je pense qu'il manque seulement qu'il ait des ordres de changement de président. Est-ce que c'est pour cela que le Mali est un exemple? Pas du tout. Sinon, aujourd'hui, on ne serait pas encore en train de tenter d'assassiner le chef de l'État. Et dans cet assassinat-là, ça fait encore réfléchir. Dans quel contexte? Pendant la prière. Quand on est en train de louer l'islam, ça fait encore réfléchir. Quand on pense que... Et surtout, quand on regarde la manière, le jeune est entré, donc derrière le président de transition, il est tombé directement celui avec le couteau à main. Heureusement qu'il a été saisi à l'instant. Et les sources laissent entendre que ce n'est pas un jeune fou. On parle d'un enseignant
dont en réalité, il faut comprendre que ce n'est pas un geste anodin. C'est un geste très propre qu'il aurait même dû réussir. Et pourquoi? Et donc moi, j'allais alors toucher donc ce côté, cette présence dans la mosquée et convoquer là l'islam. Est-ce que l'islam, c'est encore celui-là qu'on connaît exactement? Est-ce que des gens veulent utiliser... Oui. Est-ce que certaines, juste parce qu'ils veulent à tout prix monter des tensions entre des populations, veulent utiliser une communauté ou encore une voie pour confondre les gens? Je ne veux pas citer ici les idéologies djihadistes ou encore chez nous au Cameroun avec Boko Haram qui, n'est-ce pas, se présente comme une connaissance ou encore une excroissance de l'islam. Donc pour dire tout simplement, ce sabotage-là, il est profitable à ceux qui sont toujours à la quête de ce qu'ils cherchent chez nous avec cette richesse, avec ces pierres rares qui constitue, n'est-ce pas, notre richesse. Et c'est de ça que nous souffrons aujourd'hui. Notre richesse reste très importante pour le développement de la sous-région Afrique centrale. On sait également que le Cameroun, c'est un hub, donc c'est un véritable gisement de pétrole lorsqu'on contourne la zone D et qui regroupe les 3 pays principaux, le Cameroun, la Guinée équatoriale et même le Gabon. Ce sont des zones qui sont très courues ces derniers temps par les puissances impérialistes. On va du côté de l'Afrique de l'Ouest, on sait également que ces derniers temps, de grands gisements de pétrole ont été découverts du côté du Mali. Avec vous, Denis Omba, forcément on sortira de cette émission. Qu'est-ce qui agite autant ces puissances occidentales? On sait également qu'au Mali, il y a pratiquement 3 à 4 forces multinationales qui sont installées, la MINUSMA et bien d'autres forces locales, mais il y a toujours que Bamako, la capitale, reste dans l'instabilité, alors que le nord du Mali aussi est menacé, mais pourtant les zones qui sont concentrées en termes de richesse ne souffrent d'aucune menace. Non, ce sont les richesses qui attirent les impérialistes, il n'y a rien d'autre. Et si vous faites une géostratégie des positions militaires françaises, américaines, russes en Afrique, ce sont des terres rares. J'ai été personnellement mandataire et je remercie mon ministre qui m'a fait cet aussi honneur de faire partie des hauts fonctionnaires qui ont défendu le dossier du Cameroun pour le rebond. Et j'étais particulièrement impressionné lorsque j'ai écouté l'orateur qui est passé avant moi, c'était le directeur général de la Sonami, qui présentait le potentiel minier du Cameroun. J'étais un Camerounais perturbé. Je me disais, est-ce qu'on doit dire autant de choses aux Blancs? Mais j'ai écouté cela avec une paix. Ma paix, c'était que le président de la République a pu garder autant de richesses. Intactes. Ça a été ma satisfaction. Et j'ai compris au terme de son exposé pourquoi on en veut au régime actuel. Parce que le président de la République n'a jamais rien concédé et qu'il est arc-bouté sur le principe qu'il laissera le Cameroun tel qu'il a pris. Je pense que si les gens ont leur tête sur les épaules, pour reprendre la formulation de Monsieur le Président, et de comprendre que la question n'est pas la rotation des chefs d'État aux affaires. La question n'est pas la succession de... Nous ne sommes pas naïfs, beaucoup d'entre ceux qui agitent Parce que lorsque vous voyez un acteur politique aller se plaindre chez quelqu'un, c'est que dans sa tête, il sait que c'est celui-là qui va régler la question. Oui. Ceux qui vont à Genève danser savent bien que c'est là-bas où se trouvent les impérialistes qui viendront mettre les gens au pouvoir. S'ils ne viennent pas ici, c'est parce qu'ils savent bien que ce n'est pas le peuple camerounais qui les mettra au pouvoir. Et donc, si vous êtes lucide, si vous êtes un nationaliste, vous aimez le Cameroun, il faut à tout le moins féliciter le président de la République qui a gardé ce potentiel minier que ces gens-là recherchent. Et quand vous voyez leurs dispositions géostratégiques, ils vont au Mali, ils vont prendre des langues, ils vont faire des tours par-ci par-là, c'est qu'en réalité, oui, souvenez-vous qu'il y a eu 300 soldats américains qui se sont installés autour de Ngaoundéré. Premier jour de la guerre contre Boko Haram, leur mission s'est achevée et sont repartis. Je ne sais pas s'ils nous ont aidés, mais certains spécialistes des mines... Il y a même des militaires français qui ont hissé le drapeau toujours dans la même Ngaoundéré, toujours là où le col où on a chassé les Chinois qui ont découvert quelque chose. Et je voudrais vous dire, monsieur Mbondje, que c'est toujours au cours de cet exposé que le directeur général de la Sonami m'a permis de comprendre pourquoi les Américains sont précisément allés à Ngaoundéré. C'est parce que cette zone, semble-t-il, est une zone qui a un potentiel fait de pierres dites rares et qui intéresse ces gens-là. Donc je voudrais dire qu'au-delà des questions partisanes et politiques, l'Afrique est aujourd'hui un grand carrefour. Un carrefour où nous devons pouvoir nous assumer et prendre des décisions pour les 50 ou 100 prochaines années. Et je crois que le président de la République et les Camerounais de bonne foi l'ont prise.
et que nous devons, je garde toujours ma formulation, l'État doit demeurer au-dessus de tout. Et c'est là aussi qu'il faut comprendre la force de nos États. Parce que quand vous voyez la volatilité d'un État comme le Mali, quand vous voyez la volatilité d'un certain nombre de petits pays qui n'ont pas construit, et je reviens aussi pour remercier le doyen qui a salué notre armée, il faut saluer notre armée. Je vous assure que nos forces de défense et de sécurité qui perdent leur vie abattent un travail remarquable parce que si en 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, autant de connivence, autant de bandits, internes et externes n'ont pas pu faire voler ce pays en éclats, c'est aussi la force de nos forces de défense et de sécurité qu'il faut remercier ici. Je crois que le Cameroun est un pays fort, qui est au-delà de ces pays qui, aujourd'hui, d'abord ont pactisé avec le diable, parce que ces pays-là ont laissé entrer la France. Quand la France s'installe, elle ne repart pas. Le président de la République n'a jamais accepté. Souvenez-vous qu'au début de la guerre contre, je ne sais pas appeler ça guerre, au début de la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, on avait appelé à crier à dia l'arrivée d'une force d'interposition. Jusqu'à aujourd'hui, le président a dit je n'en ai pas besoin. Je peux encore installer et faire la paix là-bas. Ceux qui appelaient ces forces-là savaient qu'ils avaient déjà donné, comme on fait dans les réunions, les tontines. Je ne veux pas, excusez-moi de convoquer le mot tontine, mais il paraît que dans les tontines, on peut avaliser les richesses du sous-sol et on vous donne le pouvoir. Mais nous avons dit non, le président continue de diriger le bateau Cameroun. Et je crois que, autant lui que ceux qui doivent prendre le pays doivent se dire que les Blancs ne nous aiment pas. Ils n'ont que nos intérêts, ils guettent notre sous-sol. Et nous devons pouvoir dire non si nous voulons garder nos richesses, nos sous-sols pour les générations à venir. Merci, cher monsieur. Vraiment, il faudrait quand même dire à vos téléspectateurs que voilà donc la transition qu'on attendait. Vous avez vu des jeunes qui ont la maîtrise des enjeux futurs. Pas ceux qui s'agitent à gauche et à droite. Présentez chaque fois dans vos plateaux mon petit frère, premier secrétaire de puce. Prenez pas tout fonctionnaire, le genre de fonctionnaires que nous avons là, qui ont la maîtrise. Et Feu Dieu est devenu le Camerounais qui n'aurait pas dû quitter autour du chef de l'État. C'est la relève qui est assurée. Hein. Donc vous présentez déjà les jeunes qui peuvent aider à accompagner le Cameroun à sortir de ses difficultés. C'est le débat, le grand débat du dimanche sur Camdis TV. Nous le faisons naturellement, on l'a indiqué depuis quelques semaines sur cette antenne. Nous faisons un débat citoyen qui vise la construction nationale du Cameroun, pas un débat de parti politique contre parti politique, parce que lorsqu'on fait même les calculs, si vous avez un seul représentant du RDPC contre 3 formations politiques de l'opposition, ça devient déséquilibré. Et finalement, on se rend compte qu'il n'y a pas de réflexion. Nous mettons sur pied un débat constructif qui apporte simplement les idées pour le changement. Merci de nous avoir suivis. Merci de nous avoir regardés ce dimanche. Merci également à vous. Hein, merci de nous avoir invités. Alain, merci à vous tous qui nous avez regardés à partir de chez vous. Je rappelle que Denis Omba est directeur de l'Observatoire des médias au ministère de la Communication. Merci à Benoît Feudio qui est militant du RDPC, conseiller municipal. Merci au patriarche qui était là ce dimanche, François Bicoro, merci infiniment. Et également, on va dire merci au premier secrétaire du PURS, Espoir Serge Matomba. On espère vous retrouver très bientôt sur les antennes de Camdis TV. Et le rendez-vous est pris pour dimanche prochain lorsqu'il sera 11h sur cette antenne. Mais en attendant, prenez le rendez-vous de la rediffusion ce soir à partir de 21h sur cette antenne. Bonne suite des programmes à toutes et à tous et surtout excellente semaine à vous. Au revoir.